2 fusillades menées apparemment avec des fusils d'assaut, avec plusieurs personnes impliquées. Et là, pareil, le bilan est très lourd, on parle déjà de plusieurs morts. Le djihad en Afghanistan, c'est un de ces événements qui a sans doute transformé le visage de l'islam mondial et transformé aussi la mentalité des musulmans. Il y a un mythe qui se construit qui est un peu similaire au mythe de Che Guevara. فنحن نتوقع لأمريكا يوما أسود وترجع وتلم أطرافها وتسحب جثث أبنائها إلى أمريكا. Nous avons décidé de lui retirer sa nationalité saoudienne et nous l'avons considéré comme un criminel. Tout le monde s'est mis à remercier Allah en disant « ça y est, on l'a fait ». Et Ben Laden leur a répondu « non, attendez ». C'était leur objectif, créer une armée islamique mondiale, l'armée du califat. Cela a permis à Al-Qaïda de trouver un second souffle, alors que l'organisation aurait dû disparaître à ce moment-là. Good evening. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaïda. Il dit qu'il avait mis sur les rails le djihad et que désormais il appartient à d'autres générations de remettre l'islam dans sa gloire. لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام أمانة ثقيلة. L'État islamique, c'est une administration, c'est une armée avec un chef, une mission, des moyens, des véhicules, du matériel et qui fait la guerre. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pour appréhender l'histoire, il faut des repères, des dates. Le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2015 font aujourd'hui désormais partie de celle du terrorisme. Même si comparaison n'est pas toujours raison, il existe aujourd'hui d'indéniables similitudes. Un choc et un traumatisme, des attaques terroristes coordonnées en écho à un conflit qui nous paraissait lointain et qui s'invite de la manière la plus violente dans nos vies. Avec à la clé ici encore des réflexes sécuritaires et une stratégie militaire qui s'intensifie. Hier donc, un leader, Oussama Ben Laden, aujourd'hui Abou Bakr el-Baghdadi. Durant des années, le spectre d'Al-Qaïda, désormais celui de ses héritiers qui ont pour ambition d'aller encore plus loin avec Daesh. Après un an d'enquête, nous allons tout d'abord vous raconter, grâce à un documentaire inédit, les origines de ce terrorisme islamiste. Et puis une autre question, comment la France est devenue une cible? Difficile parfois de comprendre cette actualité qui s'impose à nous, difficile de maîtriser ce qui se cache derrière ces mots, ce vocabulaire. Hier le GIA, Al-Qaïda, AQMI, puis le groupe État islamique. Nous allons avec nos invités décrypter ces enjeux liés à l'Irak, la Syrie, l'Iran. Quelle place occupe aujourd'hui la Russie et les États-Unis? Quel rôle entend réellement jouer la France? Pourquoi évoque-t-on également souvent le double jeu de la Turquie et de l'Arabie Saoudite? Nous reviendrons avec nos invités sur le dessous de ces cartes, des réponses à vos questions qui vont nous permettre de mieux comprendre l'histoire que l'on vit aujourd'hui. Mais d'abord, savez-vous quand et comment tout cela a commencé? À l'époque, le monde était bipolaire, une guerre froide qui a parfois figé les esprits, alors que d'autres projets étaient en train de se dessiner. Le premier acte va se jouer à la Mecque, en Arabie Saoudite. Nous étions alors en 1979. Ce jour-là, des milliers de pèlerins sont rassemblés autour de la Kaaba, la pierre sacrée de la grande mosquée de la Mecque, pour célébrer le passage à l'an 1400 du calendrier musulman. Lorsque soudain des coups de feu retentissent, un commando armé vient de prendre la place de l'imam qui assure la prière. Une voix alors résonne dans tous les haut-parleurs. Quatre jours plus tard, c'est à l'Élysée que l'histoire se poursuit. Le président Giscard d'Estaing vient de recevoir un appel des autorités saoudiennes. C'est une prise d'otage qui est en cours à la grande mosquée de la Mecque. Il y a des centaines de morts. La famille royale a besoin de l'aide de la France.
La France était une nation amie et elle l'est toujours. Il y avait une vraie coopération entre les renseignements saoudiens et français. Le prince turki a demandé au président Giscard d'Estaing si on pouvait avoir l'aide du GIGN pour les aider à résoudre cette prise d'otage. Tout est parti de cet homme, Jueyman al-Otaibi, un ancien garde national. Avec l'aide de 300 islamistes armés, il vient de s'emparer du plus haut lieu saint de l'islam. Il reproche à la famille royale saoudienne d'être corrompue par les Occidentaux et réclame sa chute. Et là, j'ai eu droit à un cours venu directement du président Giscard d'Estaing, expliquant ce qui pouvait se passer si l'Arabie saoudite tombait. Les rebelles sont retranchés dans les sous-sols de la mosquée avec des milliers de pèlerins en otage. Les forces saoudiennes sont incapables de les déloger. Les criminels qui avaient pris la grande mosquée s'étaient barricadés dans les sous-sols. Ils avaient pris position, et même si leur armement était sommaire, il était suffisant pour leur permettre de résister à un assaut frontal. Sur ordre du président, le commandant Bhutto envoie 3 de ses hommes en Arabie saoudite pour prêter main forte à l'armée. Les ordres que j'avais donnés, c'est vous les formez, vous les encadrez, on fait le schéma tactique ensemble, et dès qu'ils sont prêts, ils font l'opération tout seuls. Le 28 novembre, l'équipe du GIGN s'envole pour l'Arabie saoudite. Leur point de chute, la ville de Taïf, à quelques kilomètres de la Mecque. Ils ont rendez-vous avec des officiers de la garde nationale totalement désemparés. Il a fallu regalvaniser des troupes, leur donner une raison de se dire qu'ils allaient pouvoir gagner. Pour libérer la grande mosquée, les officiers français ont besoin des plans. Les Saoudiens n'en ont pas. Ils font alors appel à l'entreprise qui vient de réaliser des travaux de rénovation, le groupe Ben Laden. Ils avaient tous les plans. Les plans du réseau de tunnels, du réseau électrique, tout ce qui était nécessaire pour élaborer efficacement un assaut. Pendant 4 jours, les hommes du GIGN préparent leur stratégie. Ils pensent pouvoir forcer les insurgés à sortir en répandant du gaz incapacitant dans les sous-sols par les conduits d'aération. L'opération est risquée, compte tenu du nombre d'otages, mais les autorités saoudiennes donnent leur feu vert. Vous avez en face de vous 300 hommes armés, c'est pas une prise d'otage, hein, c'est un affrontement, c'est la guerre. Les otages, on n'y pense plus, là, c'est plus possible. Il y a trop de gens. Le 3 décembre 1979, au petit matin, l'assaut est donné. Les hommes du GIGN restent à l'hôtel pour suivre les opérations à distance. En tant que non-musulmans, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Les forces saoudiennes se dispersent sur l'esplanade et diffusent le gaz dans les sous-sols. Quelques minutes plus tard, les premiers rebelles sortent à l'air libre et sont aussitôt capturés. Dans les sous-sols, quelques insurgés résistent à coups de lance-flammes. Équipés de masques à gaz, les soldats saoudiens progressent dans l'obscurité. L'assaut final a eu lieu en dessous, avec des troupes qui ont investi les sous-sols et qui libéraient les pièces les unes après les autres. Les derniers rebelles se rendent au bout de quelques heures. Parmi eux, l'instigateur de la prise d'otage. Nous sommes parvenus à les capturer vivants, en particulier le chef des insurgés, Jueyman al-Otaibi. Après 14 jours de siège, grâce à l'aide de la France, l'armée saoudienne reprend le contrôle de la grande mosquée. Tous les insurgés capturés seront exécutés dans les jours suivants. Parmi eux, de nombreux djihadistes étrangers venus rallier la cause de ces fanatiques saoudiens. À quelques centaines de kilomètres de là, un jeune étudiant de Jeddah suit à la télévision la prise de la Mecque et son dénouement. C'est la première fois qu'il assiste à un acte de djihad international, où des hommes de différentes nationalités se battent ensemble pour défendre une cause religieuse commune. Certains d'entre eux venaient de son université, et c'est l'entreprise de son père qui a fourni les plans pour libérer le lieu saint. Ce jeune homme de 22 ans s'appelle Oussama Ben Laden.
En 1979, Oussama Ben Laden vient de finir ses études à l'université de Jeddah en Arabie Saoudite. Il est marié et père d'un enfant, il travaille comme chef de chantier dans l'entreprise de son père. Cette prise de la Mecque, totalement passée inaperçue ici en Europe, va profondément le marquer. Car cette année-là, le monde est en pleine mutation. Pendant que l'Occident est accaparé par la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, le Moyen-Orient, lui, subit une forte poussée du fondamentalisme musulman. En Iran, tout d'abord, avec l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Puis, en Afghanistan, où l'Union soviétique ne va pas accepter la remise en cause de sa zone d'influence par les Moudjahidines. Une intervention militaire très mal perçue au Moyen-Orient, l'occasion rêvée pour les fondamentalistes de lancer leur grand projet de djihad international. La prise de la grande mosquée de la Mecque en est l'événement fondateur. La guerre d'Afghanistan sera le berceau. Et un homme que personne ne connaît encore va très bien comprendre le sens de l'histoire. Son nom, Oussama Ben Laden. Ce jour-là, alors que l'armée soviétique envahit l'Afghanistan, Oussama Ben Laden reçoit la visite d'un agent du renseignement saoudien, un homme qu'il connaît depuis l'université. Les renseignements saoudiens comptaient 5 personnes à l'époque et l'un d'entre eux était le professeur d'Oussama. Et l'homme a une mission à lui proposer. Partir au Pakistan et gérer l'aide financière que le royaume veut apporter aux Moudjahidines afghans. L'Union soviétique voulait s'étendre jusqu'au Pakistan. Alors le royaume d'Arabie se devait de répondre à la demande de soutien pakistanaise et aider les Afghans à lutter contre l'occupation soviétique. Les services de renseignement cherchent un émissaire à envoyer sur place, un homme de confiance. À 23 ans, Oussama Ben Laden a le profil idéal. Ben Laden a déjà une fortune personnelle. Il a accès au fonds de la famille, donc il est capable de, en un clin d'œil presque, lever des millions de dollars. Il a un capital financier et puis il a des appuis politiques. Car le jeune Saoudien fait partie d'une des plus riches familles du pays, proche du pouvoir. Son père, Mohamed Ben Laden, s'est construit un empire industriel dans le secteur du bâtiment. C'était un bâtisseur musulman. Il avait rénové les plus importants lieux saints de l'islam. La famille s'est fait un nom, mais Oussama n'est que le 11e fils dans cette fratrie de plus de 50 enfants. Il fait partie des laissés pour compte. Il n'était pas l'un des fils aînés, donc il n'avait aucun privilège. Il faisait partie du groupe des fils de second rang. Ses frères et sœurs sont tous allés faire leurs études à l'étranger et ont adopté un mode de vie occidental. Oussama, lui, n'a jamais quitté l'Arabie Saoudite. À l'école, puis à l'université, il a grandi sous l'influence des fondamentalistes musulmans. Son professeur d'éducation physique était apparemment très charismatique. Il a enrôlé beaucoup de jeunes hommes dans la confrérie des frères musulmans. Il a été entraîné dans des débats à propos de l'islam et de la voie à suivre par les vrais musulmans. Marié à l'âge de 17 ans, Oussama a hérité de plus de 30 millions de dollars à la mort de son père. Mais il a toujours su qu'il n'évoluerait jamais au sein de l'entreprise familiale. Alors cette proposition des services de renseignement saoudiens est enfin l'occasion de faire quelque chose de sa vie. Il cherchait une mission dans sa vie. Et soudain, des musulmans étaient attaqués dans une nation dont il n'avait jamais entendu parler jusque-là. Une nation musulmane attaquée par des communistes athées. Alors, il a trouvé son destin. Quelques semaines plus tard, Ben Laden s'envole pour Lahore, puis rejoint Peshawar au Pakistan. C'est dans cette ville proche de la frontière afghane qu'il doit commencer sa mission. À cette époque, Peshawar est une base arrière de la résistance afghane, le point de ralliement des djihadistes venus de tout le monde arabe pour aider les Afghans à lutter contre l'envahisseur soviétique. Il y a même un centre d'accueil pour ces volontaires, le bureau des services. Le bureau des services se chargeait d'encadrer les combattants étrangers pour les envoyer ensuite aider les combattants afghans. Les volontaires y allaient de leur propre initiative et on leur accordait des avantages.
comme les billets d'avion. Dès son arrivée, Ben Laden a rendez-vous avec celui que l'on surnomme le père du djihad, Abdallah Azzam. Abdallah Azzam est un Palestinien qui est en lutte contre Israël au départ. C'est lui qui va fournir la légitimité de l'arrivée des djihadistes étrangers en Afghanistan. Abdallah Azzam a créé une légende mystique à propos du djihad. Il décrivait une sorte de lieu magique où les guerriers regardaient leurs vêtements criblés de balles sans que celles-ci ne les aient touchés. Il fera le tour du monde, mosquée après mosquée, pour raconter ces légendes, ces expériences religieuses mystiques. Et cela a fasciné de nombreux jeunes hommes musulmans, comme Oussama. Le discours d'Azzam séduit immédiatement Ben Laden, qui s'investit corps et âme pour la cause. Le jeune millionnaire saoudien accepte de devenir le secrétaire particulier du père du djihad et met sa fortune et son réseau à sa disposition. Il était riche et avait suffisamment de soutien personnel pour le faire. Il était allé chercher du soutien auprès d'autres familles riches. Pas uniquement dans le royaume, mais aussi à l'étranger, chez des amis de la famille Ben Laden. Sa famille avait de nombreuses relations dans le monde entier. Cheikh Abdullah Azzam ne vient pas d'une famille riche. Donc il n'a pas d'argent à disposition pour couvrir toutes ses dépenses. Mais Oussama a comblé ce fossé pour Abdullah Azzam. Il était comme l'ombre de Cheikh Abdullah Azzam. Azzam devient dès lors le mentor de Ben Laden. Il lui apprend à recruter et à former les nouveaux volontaires, mais aussi à promouvoir sa vision du djihad à travers le monde. Le djihad de Azzam est un djihad bien particulier. C'est un djihad politico-militaire. L'idée, c'est d'utiliser un vocabulaire qui est compréhensible par tout le monde et de construire là-dessus une grammaire spécifique. Et c'est Oussama Ben Laden qui prête sa voix pour la propagande radiophonique. Pendant 4 ans, Ben Laden voue une admiration et une fidélité sans limite à son mentor. Et leur collaboration porte ses fruits. Le bureau des services de Peshawar accueille sans cesse de nouveaux candidats au djihad venus de tous les pays musulmans. Le djihad en Afghanistan est un événement transnational qui est devenu global en capitalisant sur les sentiments des musulmans. C'est un de ces événements qui a sans doute transformé le visage de l'islam mondial et transformé aussi la mentalité des musulmans. Azzam décide alors d'emmener Ben Laden de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, au cœur du conflit. Et c'est là que le jeune Saoudien va commencer à écrire son histoire. Dès leur arrivée, les deux hommes sont accueillis à bras ouverts par la résistance afghane. Ben Laden découvre alors des musulmans qui vivent comme au Moyen-Âge, comme dans sa propre vision de l'islam. C'était comme se voir propulsé 13 siècles en arrière, au moment de la naissance héroïque de l'islam, face à un monde alors dominé par les Romains et les Perses. Ces paysans afghans qui luttaient d'une façon si héroïque, si farouche, paraissaient dans leur piété, cette façon qu'ils avaient d'interrompre même le combat pour se prosterner à leur rituel de la prière, même si les obus volaient. Évidemment que pour Ben Laden, c'était retrouver la pureté des origines. Mais il constate également que la résistance manque cruellement de ressources et de coordination. L'afflux de djihadistes ne suffit pas. Ils ne tiendront pas longtemps face à la puissante armée soviétique. Malgré son absence de culture militaire, Azzam demande à Ben Laden de rester avec eux pour les aider à se structurer. Durant des mois, il puise dans ses ressources pour renforcer les infrastructures afghanes, acheter des armes
et construire sa légende. C'est au cœur de ces montagnes afghanes qu'il va établir son camp de base. C'était un camp très primitif, essentiellement composé de cavernes. Il fallait que ce soit discret, de manière à ne pas être facilement repéré par les bombardiers russes. Nous l'appelions la vitrine des combattants arabes. Et ce n'est pas un hasard s'il s'installe dans une grotte. Il veut se donner l'image d'un nouveau prophète. Son camp, il l'appelle Mahasada, l'antre du lion, une référence à la vie de Mahomet. Et qu'est-ce qu'a vécu le prophète et ses compagnons? Eh bien, il a été avec son compagnon Abou Bakr dans une grotte en fuyant les mécréants, et c'est de cette grotte aux cavernes qu'il va sortir avec la foi renforcée, qu'il va pouvoir sauver l'islam. En à peine 2 ans, le nom de Ben Laden s'impose au sein de la résistance afghane. Ce nouveau mécène aux allures de prophète séduit les combattants. Au fur et à mesure, des centaines de djihadistes rejoignent l'antre du lion. Alors Oussama a commencé à construire son empire à la frontière afghane. Il exerçait seul son autorité sur les volontaires. Et l'armée russe commence à souffrir face à ses combattants, de plus en plus nombreux et mieux organisés. À tel point que Ben Laden va bénéficier d'un soutien inattendu, celui des États-Unis. À Washington, les autorités américaines suivent de très près la situation en Afghanistan. Nous sommes en pleine guerre froide, et ce conflit qui s'éternise est l'occasion rêvée de déstabiliser l'Union soviétique. Six ans plus tôt, le conseiller à la sécurité du président Carter était venu en personne témoigner son soutien aux Afghans. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. En 1986, l'administration américaine constate que les Afghans tiennent toujours tête aux Soviétiques. Le moment est venu de les aider à gagner cette guerre. Ils ont pris la décision d'améliorer l'aide apportée par les Américains et les Saoudiens aux rebelles afghans, avec plus d'argent et plus d'armes sophistiquées, et notamment des missiles Stinger et des missiles antiaériens. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Pakistan étaient alliés à l'époque contre l'Union soviétique. Il était entendu que les 3 pays apporteraient de l'aide aux Moudjahidines en Afghanistan. Pour l'instant, les Américains ne font pas de différence entre les Moudjahidines afghans et les djihadistes arabes de Ben Laden. Et tous vont profiter de cette nouvelle manne financière. Sans le savoir, les États-Unis viennent de renforcer considérablement les positions du jeune leader saoudien. C'est alors qu'un autre événement inattendu va le faire définitivement entrer dans la légende du djihad afghan. Le 17 avril 1987, l'armée soviétique décide d'attaquer l'antre du lion. Au petit matin, plusieurs hélicoptères mènent la charge et pilonnent la base. Au sol, les forces spéciales tentent d'envahir le site. Mais Ben Laden et une cinquantaine de djihadistes se retranchent dans les grottes. Armés de kalachnikovs et de missiles antiaériens, ils résistent aux assaillants. Les combats vont durer 7 jours. Mais Ben Laden n'y fait pas bonne figure. Ce n'est pas un guerrier, il ne sait pas se servir d'une arme.
Un jour, il va même s'évanouir au cours des combats. Quand les bombardements ont commencé, il s'est évanoui. Il n'a pas tiré une seule balle. Quand Ben Laden était au combat, il avait tendance à s'évanouir. Il avait un problème de tension artérielle. Alors que Ben Laden est assis au fond de sa grotte, les soviétiques font une percée. Mais Shafik, un de ses soldats, reste à ses côtés pour le protéger et il meurt sous les balles. Ben Laden, à la bataille de Jaji, n'a jamais été aussi près de mourir. Si Shafik n'avait pas été là, on n'aurait certainement jamais entendu parler d'Oussama Ben Laden. Malgré leur supériorité numérique et matérielle, les soviétiques ne parviennent pas à prendre la base et rebroussent chemin. Dès lors, Ben Laden comprend qu'il va pouvoir tirer profit de cette victoire inespérée. Il a eu cette expérience à Jaji, de survivre à ce qui a été un court mais intense affrontement avec les soviétiques. Et à ce moment-là, il a eu ce sens de la publicité et des médias qu'il a exercé tout au long de ce qu'on pourrait appeler sa carrière. Et l'histoire de la bataille de Jaji va lui permettre de renforcer sa légende. Il demande à ses hommes de le filmer en chef de guerre, juché sur un cheval, seul dans le désert, comme s'il ne craignait personne. Ces mises en scène vont circuler dans tout le Moyen-Orient, accompagnées d'interviews dans lesquelles il va raconter ses exploits. فأرجو من إخواني أن يشمروا عن أيديهم وينفروا كما أمر سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا حتى ينالوا الأجر العظيم. Il y a un mythe qui se construit qui est un peu similaire au mythe de Che Guevara. Enfin, je veux dire, on peut le comparer, c'est-à-dire de ce riche saoudien qui a décidé de tout abandonner pour aller combattre aux côtés de ses frères afghans. وكفاهم عبرة وبشرى بفضل الشهيد والشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. L'impact dans le monde arabe était très exagéré par rapport à ce qui s'était réellement passé sur le terrain. Mais la propagande fonctionne. Oussama Ben Laden parvient à se faire passer pour un valeureux guerrier. Il finit même par être plus respecté que son propre mentor, Abdallah Azzam. Un an plus tard, en mai 1988, après 8 ans de conflit, l'Union soviétique commence à retirer ses troupes d'Afghanistan. Les moudjahidines afghans, aidés par les djihadistes, ont tenu bon. La guerre est terminée. Ben Laden retourne à Peshawar pour préparer la suite. Une question se pose alors. Que vont devenir tous ces djihadistes installés dans les montagnes afghanes? Ces soldats aguerris ont désormais des infrastructures militaires et des armes. Bref, c'est une armée entière, lourdement équipée, qui se retrouve sans nation à défendre, ni guerre à mener. Côté occidental, personne ne semble s'en inquiéter. Pourtant, Ben Laden s'est fait un nom et une réputation. Désormais, tous les responsables d'organisations terroristes s'intéressent à lui. Parmi eux, un dangereux fondamentaliste égyptien, Ayman al-Zawahiri. We are here, the real Islamic Front against Zionism, communism and imperialism. La ilaha illallah! La ilaha illallah! 6 ans plus tôt, Ayman al-Zawahiri était jugé au Caire pour l'assassinat du président égyptien al-Sadat. Faute de preuves, il est acquitté à l'issue du procès, mais il se fait tout de même remarquer pour ses propos radicaux. We believed in our religion, both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic State and Islamic society. La ilaha illallah! Cet ancien médecin dirige une organisation terroriste, le djihad islamique égyptien. Son ambition est claire, il veut créer un État islamique sur la terre des pharaons. Al-Zawahiri voulait changer le monde arabe.
Il voulait l'islamiser et y planter les graines du djihad là où il fallait le faire. En 1988, la CIA apprend que Zawahiri vient d'arriver au Pakistan. Et il n'est pas le seul. Plusieurs groupes terroristes convergent vers ce pays. Mais les Américains, obnubilés par leur victoire imminente contre l'Union soviétique, ne prêtent pas attention à ces fanatiques musulmans. Je peux rappeler une cruelle conversation que j'ai eue auprès des responsables américains à l'ambassade des États-Unis au Pakistan. J'ai dit, messieurs, est-ce que vous connaissez l'idéologie de ces groupes? Est-ce que vous savez ce qu'ils préparent au cas où les Soviétiques se retirent? Et les Soviétiques vont se retirer, leur guerre est perdue. Et la réponse donnée sous forme de boutade a été « Nous ne sommes pas là pour bâtir une nation, nous sommes là pour faire saigner du russe ». J'ai le souvenir d'un directeur général qui, dans une discussion avec son homologue de la CIA, lui avait dit « Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir allumé une mèche que vous ne saurez pas éteindre ?» Et le directeur de la CIA de l'époque lui avait répondu « Mais nous contrôlons tout puisque nous payons ». Zawahiri, comme tous les autres terroristes, n'est pas venu à Peshawar par hasard. Il est venu rencontrer Oussama Ben Laden, car il pourrait l'aider à concrétiser un projet. Ben Laden avait cette aura mystique que Zawahiri a tout de suite identifiée et qu'il pouvait utiliser. Il a alors commencé par introduire dans son entourage des technocrates égyptiens qui avaient beaucoup d'expérience dans l'organisation d'opérations terroristes. Le projet de Zawahiri est simple. Il veut convaincre Ben Laden de mettre à disposition son réseau de djihadistes et ses infrastructures militaires pour bâtir un État islamique. Ben Laden pensait qu'il contrôlait ces Égyptiens. La vérité est qu'ils s'exploitaient mutuellement. Ben Laden est séduit par l'idée, mais il veut connaître l'avis de son mentor, Abdallah Azzam. En août 1988, alors que le retrait des troupes soviétiques a commencé, les trois hommes se réunissent chez Ben Laden. Tous sont d'accord pour la création d'un État islamique, c'est leur ambition commune. Mais avant cela, ils décident de fonder une organisation internationale pour rassembler tous les djihadistes. Ils l'appellent Al-Qaïda, la base. Oussama Ben Laden en devient le commandant en chef. On lui a donné ce rôle de leader, non pas parce qu'il avait les meilleures idées ou qu'il était le meilleur orateur, mais simplement parce qu'il avait les ressources financières et qu'il avait aussi le désir profond de jouer ce rôle. Ces hommes avaient des rêves. Je pense qu'ils ont tous imaginé qu'Al-Qaïda pouvait être un moyen de les réaliser. L'organisation est créée, reste à savoir quel pays pourrait servir de fondation à leur État islamique. C'est sur ce point qu'il y a quelques divergences. Ben Laden voulait chasser les soviétiques d'Afghanistan jusqu'en Russie et faire du Caucase une région islamique. Zawahiri, quant à lui, ne voulait pas abandonner son rêve de renverser le pouvoir en Égypte. C'était son principal objectif. Quant à Azzam, il voulait aller en Palestine. Pour l'instant, aucun projet ne fait l'unanimité. Alors, en attendant de trouver un terrain d'entente, chacun repart chez lui pour suivre son propre combat. Leur départ marque la fin du djihad afghan pour les centaines de combattants étrangers entraînés par Ben Laden pendant près de 10 ans. Tous vont regagner leur pays d'origine et attendre les consignes d'Al-Qaïda. Initialement, Al-Qaïda va être uniquement une sorte de point de contact entre des moudjahidines, entre des combattants de la foi qui se sont connus à un moment donné et qui veulent garder le contact. Mais l'organisation va rapidement perdre l'un de ses fondateurs. Abdallah Azzam, le père du djihad, mentor de Ben Laden, meurt dans un attentat à la voiture piégée 1 an après la création d'Al-Qaïda. Tous les regards se tournent alors vers Zawahiri. Pour Zawahiri, c'était un obstacle en moins. Il avait un accès total à Ben Laden.
sans personne pour interférer avec une orientation différente de la sienne, comme Azzam aurait pu le faire, lui qui avait tant d'influence sur Ben Laden. Maintenant, Zawahiri l'avait pour lui tout seul. Ben Laden et Zawahiri se retrouvent désormais seuls à la tête d'Al-Qaïda. Et leur désir de djihad va prendre une autre voie. De retour sur ses terres, Oussama Ben Laden a bien l'intention de faire valoir sa nouvelle image. Le fils oublié de la famille est désormais considéré comme un chef de guerre. Sa légende a fait le tour des mosquées du pays et la mosquée familiale va lui servir de tribune. Il avait un réseau de religieux qui a toujours su louer son engagement en Afghanistan. Il était perçu comme un bon citoyen, un bon musulman qui avait rempli ses obligations en aidant d'autres musulmans grâce à sa fortune. Il était aussi en très bons termes avec les autorités saoudiennes. Il a commencé à faire des prêches tous les vendredis à la mosquée et de manière informelle à rassembler des gens autour de lui. Il évoquait alors ses idées sur le djihad mondial et sur l'islam politique. Sous l'influence de Zawahiri, Ben Laden s'est radicalisé. Son discours n'est plus seulement religieux, il est politique. L'Union soviétique s'est écroulée, le monde est en train de changer. Et le nouvel ennemi pour lui, ce sont les États-Unis. Il a réalisé que les Américains, une fois leur travail terminé, et une fois les Soviétiques vaincus, avaient tout simplement laissé tomber les Moudjahidines, les djihadistes arabes et les combattants afghans. Il avait été utilisé par les Américains et l'Arabie saoudite. Il était très en colère. Alors, pour entraîner ses compatriotes dans son combat, Oussama Ben Laden critique publiquement la politique américaine au Moyen-Orient. دعمهم لليهود في فلسطين الذين يقتلون المسلمين حتى نوجعهم ضربا وحتى نرفع راية الجهاد فلا ينتهون حتى نجاهدهم ولا يكف بأس الكفار إلا بالجهاد ولا يحق الحق إلا بالجهاد ولا Et c'est un événement qui va encore renforcer sa haine des Américains. L'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990. Un geste très vite condamné par la communauté internationale, même si pour l'instant, aucune nation n'est prête à intervenir. Pour Oussama Ben Laden, c'est l'occasion rêvée de réactiver son réseau de djihadistes. Avant que les États-Unis ne récupèrent ce conflit, il contacte le ministre de la Défense saoudien et lui propose ses services, ceux d'Al-Qaïda. Il lui a dit « J'ai une grande expérience. Je peux mobiliser de nombreux moudjahidines arabes, grâce auxquels nous pourrons battre Saddam Hussein. » Donc, vous n'avez pas besoin de faire appel aux troupes américaines. Envoyez-moi au Koweït, je libérerai le Koweït au nom de l'islam et nous conserverons par la même occasion la pureté du royaume en refusant aux infidèles de fouler le sol de la terre sacrée. C'était ça le sens de son message. On lui a dit merci beaucoup, ne nous appelez plus, nous vous contacterons. Et ce qu'il craignait est arrivé. The 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail. En février 1991, le nouveau président américain George Bush lance l'opération Tempête du désert. Un déferlement de bombes s'abat sur l'armée de Saddam Hussein. Aux côtés des États-Unis, 33 pays participent à la coalition contre l'Irak. Un mois plus tard, la guerre s'achève. Et comme le craignait Ben Laden, l'armée américaine s'installe à la frontière saoudienne pour protéger le pays avec l'accord de la famille royale. Ben Laden s'est alors retourné contre son propre pays, ou du moins contre ses dirigeants. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Ils ont alors décidé de l'interroger et lui ont conseillé d'éviter la provocation. Et ça, c'est un problème que les Saoudiens n'avaient jamais rencontré auparavant. Il s'agissait d'un Saoudien célèbre qui critiquait ouvertement la famille royale.
Alors il voulait le faire taire. Oussama Ben Laden, le héros d'Afghanistan, est devenu dérangeant dans son propre pays. Mais peu importe. Son associé Zawahiri vient de trouver une nouvelle terre d'accueil pour leur projet d'État islamique, le Soudan. Après des années de guerre civile, le pays vient de tomber entre les mains des fondamentalistes musulmans. En mai 1991, Ben Laden s'installe à Khartoum, la capitale. Ici, l'homme qui a lancé la révolution islamique s'appelle Hassan al-Tourabi. Il est l'éminence grise du pouvoir en place. Sous son influence, le Soudan vient d'imposer une application stricte de la charia dans tout le pays. Hassan al-Tourabi voulait créer au Soudan une sorte d'international islamiste, une manière pour eux de répandre leur vision de la religion dans le monde entier. Le Soudan, à cette époque-là, devient la Mecque des djihadistes, en quelque sorte. C'est-à-dire tous ceux qui ont une idéologie proche de Ben Laden, et surtout qui sont anti-occidentaux, vont aller au Soudan. Le terrorisme islamiste prospère au Soudan, avec la bénédiction des autorités locales. Des organisations algériennes, yéménites, somaliennes, palestiniennes ou encore égyptiennes ont pignon sur rue à Khartoum. Et ça, c'est des institutions qui intéressent Ben Laden parce qu'il pense que ça peut, lui, en s'appuyant sur ces différentes organisations, essayer de développer ses idées de création d'un califat dont il serait évidemment le calife à la place du calife. Le leader d'Al-Qaïda a désormais une ambition très claire. Puisque personne ne veut de son armée de djihadistes, il va investir dans le terrorisme. Ben Laden et ses millions de dollars sont alors accueillis à bras ouverts au Soudan. Tourabi l'invite à toutes les cérémonies officielles. Tourabi voulait développer le Soudan. C'était un pays plein de promesses, avec son accès au Nil, ses riches terres agricoles, son pétrole. Et pourtant, il était incroyablement pauvre et mal géré. Il recherchait des investisseurs. Pour pouvoir agir dans l'ombre, Oussama Ben Laden va tenter de se bâtir une image de bienfaiteur. Il finance entre autres la construction d'une route qui traverse tout le pays. Un chantier gigantesque sur lequel il entend ici encore communiquer. À cette époque, Robert Fisk, un journaliste anglais, est en reportage à Khartoum. Lorsqu'un de ses amis, un ancien combattant d'Afghanistan, lui fait une étrange proposition. Il me dit un jour avec un grand sourire, « Je veux que tu m'accompagnes dans le désert, il y a quelqu'un qu'il faut que tu rencontres. » Alors je lui ai demandé qui est-ce. « Je te le dirai en chemin. » Après un long périple dans le désert, la voiture s'arrête au bord d'une route en construction. Il me dit alors qu'un homme du nom d'Oussama Ben Laden utilisait son matériel de construction pour bâtir une route afin de relier les populations isolées dans le désert à la route principale entre Port-Soudan et Khartoum. Et quand nous sommes arrivés, il m'a dit que Ben Laden serait là et qu'il n'avait encore jamais rencontré de journaliste étranger. L'interview aura lieu ici, au milieu de nulle part. Il m'a regardé et j'ai été présenté. Je lui ai immédiatement serré la main. J'ai dit que je voulais lui parler. Il était timide, très prudent. Et il m'a demandé ce dont je voulais parler. Le journaliste l'interroge sur la guerre en Afghanistan. Ben Laden lui raconte alors une anecdote invérifiable. Le jour où un obus de mortier serait tombé à ses pieds. Il m'a dit que c'était un moment très important et qu'il était prêt à mourir. Heureusement pour lui, et beaucoup diraient malheureusement pour le monde, l'obus n'a pas explosé. Voilà l'image que Ben Laden veut donner de lui à la presse occidentale. Un millionnaire qui utilise sa fortune pour aider les pauvres et un guerrier qui n'a jamais eu peur de mourir pour sa cause. À la fin de l'interview, il va même se laisser photographier. Il se tenait alors sur cette toute nouvelle route, dans sa toge. Il me fixait tel un fantôme, frêle et chétif. Là, j'ai pris 2 photos et il m'a dit « assez ». Pour la première fois,
Oussama Ben Laden s'offre une pleine page dans un journal anglo-saxon. Et pendant que la presse occidentale fait sa publicité, en secret, il poursuit son projet. Il ouvre des camps d'entraînement pour djihadistes au Soudan et finance des opérations terroristes à travers le monde. Au début des années 90, le terrorisme international prend une nouvelle dimension. De petites cellules islamistes voient le jour un peu partout dans le monde, et certaines passent à l'action. En février 1993, une voiture piégée explose sous la tour du World Trade Center à New York. En juillet 1995, une tentative d'assassinat contre le président égyptien Hosni Moubarak échoue en Éthiopie. Et la CIA finit par trouver un point commun à toutes ces attaques. Leur source de financement remonte inexorablement vers le Soudan, la République islamique où s'est réfugié toujours le même homme, Oussama Ben Laden. En 1995, la CIA commence à avoir des doutes sur les activités réelles de ce millionnaire saoudien exilé au Soudan. Il y avait des réunions entre les hommes de Ben Laden et des groupes venus d'autres pays, des groupes de conspirateurs. Ce n'était donc pas simplement pour parler business. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous intéresser à lui. Nous devions replonger dans nos archives, trouver tout ce que nous avions sur lui. Nous devions comprendre qui était cet homme dont le nom apparaissait partout. Était-il simplement un Saoudien dilettante qui jetait de l'argent par les fenêtres au nom du djihad? Ou avait-il un projet que nous devions comprendre pour savoir si nous devions l'éliminer? La CIA découvre alors que Ben Laden a été banni d'Arabie Saoudite pour ses propos extrémistes et anti-occidentaux. Il y a eu de nombreuses tentatives pour le ramener en Arabie Saoudite. Sa famille lui a envoyé des gens, ses frères lui ont rendu visite, sa mère l'a appelé au téléphone pour lui demander de rentrer. Alors quand il a fini par refuser toutes ces propositions, nous avons décidé de lui retirer sa nationalité saoudienne et nous l'avons considéré comme un criminel. Tous ses avoirs ont été gelés par le gouvernement. Mais je pense qu'il devait avoir d'autres comptes en banque qui n'avaient pas été saisis. La CIA est persuadée que Ben Laden finance des attentats depuis le Soudan. Mais en l'absence de preuves concrètes, il reste intouchable. D'autant que sa famille, elle, est très proche du pouvoir saoudien, allié des Américains. Alors, pour tenter de couper la source de financement des terroristes, la seule mesure acceptable d'un point de vue diplomatique, c'est de demander au leader soudanais Al-Tourabi de l'exiler. Tourabi, rappelez-vous, a vendu Carlos, enfin, il a vendu tout ce qu'il pouvait vendre et trahi à peu près tous ses amis. Je pense qu'à un moment, Ben Laden a dû se rendre compte que le séjour soudanais devait prendre fin et qu'il fallait qu'il aille exercer ses talents ailleurs. Il y a été. Ben Laden disparaît à nouveau. Il a trouvé une autre terre d'accueil, là où tout a commencé pour lui, en Afghanistan. Depuis la fin du conflit avec l'Union soviétique, le pays est laissé à l'abandon. Différents chefs de guerre afghans se livrent une guerre acharnée pour en prendre le contrôle. Parmi eux, les talibans, des fondamentalistes musulmans, issus des zones tribales, soutenus par la population. C'était un nouveau pays, dirigé par des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. De retour à Kandahar, en mai 1996, Oussama Ben Laden rencontre le chef des talibans, le Mollah Omar. Il obtient sa protection et lui prête allégeance. Sa principale valeur aux yeux des talibans, c'était ses combattants arabes. Et ces combattants étaient des djihadistes aguerris, prêts à mourir sur le champ de bataille, prêts à se donner la mort dans des attentats suicides si nécessaire. Et Ben Laden va alors utiliser la mainmise qu'il a sur ses hommes pour se rendre indispensable aux yeux des talibans. Le pacte scellé, Ben Laden s'installe dans un petit village, caché dans les montagnes. Il est temps pour lui de faire savoir aux djihadistes du monde entier qu'il est de nouveau actif
en Afghanistan. Il enregistre alors une fatwa, une nouvelle déclaration de guerre contre l'Occident. Ben Laden réactive les camps de djihadistes laissés à l'abandon depuis la guerre et ses combattants ne tardent pas à revenir. Ce jour-là, filmé par ses hommes, Ben Laden passe en revue ses nouvelles recrues. À ses côtés, Ayman al-Zawahiri, le terroriste égyptien, est de retour, lui aussi en Afghanistan. Les volontaires reçoivent ici une formation paramilitaire avant de repartir chez eux, créer leur propre cellule. En quelques mois, Al-Qaïda tisse sa toile sur tous les continents. Ben Laden avait bien compris le principe de la progression géométrique. J'entraîne un homme dans un de mes camps en Afghanistan, il rentre chez lui, disons en Afrique du Sud, et à son tour, il entraîne d'autres hommes. Comme ça, en préparant seulement un homme, vous pouvez en gagner une douzaine, voire une vingtaine. Et Ben Laden sait aussi s'entourer. Parmi les nombreux terroristes venus rallier sa cause, il croise un certain Khaled Sheikh Mohammed. Mohamed a rencontré Oussama Ben Laden, d'une part pour lui demander de l'argent, et d'autre part pour lui témoigner son respect. D'origine pakistanaise, cet ingénieur diplômé aux États-Unis est soupçonné d'avoir financé plusieurs attentats, dont celui du World Trade Center en 1993. Un an auparavant, il aurait même déjà tenté d'envoyer des avions de ligne contre des gratte-ciel. Oussama a vu en Khaled Sheikh Mohammed un ingénieur très talentueux qui avait comme lui de grands projets. Ben Laden lui demande de repenser ce projet et lui donne carte blanche. Il le nomme chef des opérations. Khaled Sheikh Mohammed devient le numéro 3 d'Al-Qaïda, son surnom, Al-Mok, le cerveau. Sheikh Mohammed, Ben Laden et Zawahiri. En 1996, Al-Qaïda a un nouvel état-major. Moi, j'ai toujours considéré que le vrai chef d'Al-Qaïda, c'était Ayman Zawahiri, le vrai, celui qui définit la ligne, que le vrai opérationnel, c'était Khaled Sheikh Mohammed, le Pakistanais, formation scientifique, etc., qui met tout ça très bien en musique, et que Ben Laden, il est là parce qu'il a une figure charismatique, il parle bien, il est beau, il a du fric. Voilà. Alors on a tout concentré sur Ben Laden, c'est plus complexe que ça. Les éléments dangereux, vraiment dangereux, de l'organisation, à nos yeux, c'était Zawahiri et Khaled Sheikh Mohammed. En parallèle, Ben Laden entretient sa couverture. Personne ne doit soupçonner qu'il est à la tête d'une organisation terroriste internationale. Alors il continue de manipuler la presse. Abdul Barry Atwan, un journaliste palestinien basé à Londres, est à son tour invité à le rencontrer. Nous sommes en novembre 1996. Il a rendez-vous au bord d'une route, à la frontière afghane. J'ai pris ça très au sérieux. Je savais qu'il était très important et qu'il allait devenir une grande personnalité. C'était un voyage très secret. J'ai été emmené clandestinement par 2 talibans à travers la frontière afghano-pakistanaise vers le sommet des montagnes de l'Hindu Kush. Le pick-up s'arrête à l'entrée d'un petit village. Un homme vient accueillir le journaliste à sa descente de voiture. Il ne le reconnaît pas immédiatement. Il portait des vêtements très modestes, comme les autres. On ne pouvait pas le différencier de ses soldats, de ses combattants. Non, il était habillé comme eux, voire même plus modestement. Le journaliste prend quelques photos. Oussama Ben Laden semble vivre ici paisiblement, avec sa famille, entouré malgré tout de quelques hommes armés.
C'était une sorte de quartier général pour ses partisans, ses soldats. Il s'asseyait avec eux, mangeait avec eux, il était prêt à mourir avec eux. C'est de là que lui venait son aura. Ils m'ont dit qu'ils l'aimaient, car il était l'un d'entre eux, et qu'ils étaient prêts à mourir pour lui. Le journaliste découvre une personnalité accueillante et bienveillante. À ses côtés, un homme muni d'une caméra. C'est Abu Moussab al-Souri, surnommé le Syrien, un disciple de Ben Laden, qui gère sa communication. Barry Atwan est convié à les suivre dans une maison en torchis pour commencer l'interview. J'ai passé des heures avec lui, à discuter du monde musulman et de ce qui allait se passer dans un avenir proche pour les musulmans. Une fois encore, Ben Laden manipule le journaliste. À aucun moment, il ne lui parlera des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, situés à quelques kilomètres de là. Il parvient à lui faire croire qu'il voue simplement sa vie et sa fortune à la défense des musulmans. Il n'avait pas l'air mauvais. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait devenir le plus grand terroriste au monde. Ben Laden parvient à duper à nouveau la presse étrangère, mais pas la CIA. En septembre 1996, l'agence de renseignement américaine va obtenir de précieuses informations sur ce qui se passe réellement dans les montagnes afghanes. Un terroriste repenti vient de se rendre. Il aurait pris la fuite après avoir volé plus de 100 000 $ dans les caisses des djihadistes et de nombreux documents qui témoignent du fonctionnement de l'organisation. C'était crédible. Il avait pas mal de réponses à nos questions. Il expliquait des choses dont on avait connaissance mais qu'on ne comprenait pas encore. 8 ans après sa création, la CIA vient de découvrir l'existence d'Al-Qaïda. Il est clair qu'Al-Qaïda était une organisation comme on n'en avait encore jamais vu. Aucune autre organisation dite terroriste n'avait la taille, la modernité et la capacité d'action d'Al-Qaïda. Ils se revendiquaient comme l'armée islamique. C'était leur objectif, créer une armée islamique mondiale, l'armée du califat. Et la gestion d'Al-Qaïda est stupéfiante. Ben Laden a mis en place un système d'avantages sociaux pour ses membres, comme dans une entreprise multinationale. Il y avait un certain salaire de base pour les membres. Si vous aviez une femme et des enfants, vous aviez droit à plus d'argent. Vous aviez aussi une assurance maladie. Ils pouvaient prendre des vacances. Ils avaient même une assurance vie. La CIA découvre également que plusieurs groupes terroristes en Afrique et au Moyen-Orient auraient prêté allégeance à Al-Qaïda. En Occident, nous avions tendance à penser qu'un barbu qui mange de la chèvre grillée dans le désert était forcément un abruti. Eh bien, cet abruti s'est moqué de nous pendant 20 ans. Donc la question était, allaient-ils mener de petites actions classiques ou préparaient-ils ensemble une attaque de plus grande ampleur? En mai 1998, pour couper la tête de ce réseau, l'agence préconise l'enlèvement de Ben Laden. Nous avions entraîné des agents afghans et des hommes de la CIA pour kidnapper Oussama Ben Laden et l'emmener discrètement dans un pays dont personne n'aurait eu connaissance. Un endroit où l'on n'aurait probablement jamais plus entendu parler de lui. Cette opération était prévue pour la dernière semaine de mai 1998, mais l'administration Clinton l'a fait annuler. Pour l'instant, le président Clinton ne veut pas impliquer les États-Unis. La menace ne lui paraît pas suffisante. Pourtant, le 26 mai 1998, le jour même où la CIA avait programmé son enlèvement, Ben Laden passe à la vitesse supérieure. Ces images sont celles d'une chaîne d'information américaine, invitée dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Pour la première fois, il s'adresse directement aux Américains. Habillé en chef de guerre, arme à la main, devant une carte du monde. ولكن المعركة اليوم مع الأمريكان أضخم بكثير من معركتنا مع الروس، حيث أن الأمريكان ارتكبوا حماقة لم يسبقهم إليها أحد، إذ اعتدوا على أعظم مقدسات الإسلام وعلى قبلة 1200 مليون مسلم.
فبفضل الله التفاعل مرضي جدا في العالم الإسلامي على مستوى جميع الشرائح وبخاصة علماء العالم الإسلامي والشباب. فنحن نتوقع لأمريكا يوما أسود وترجع وتلم أطرافها وتسحب جثث أبنائها إلى أمريكا بإذن الله. La menace est claire et Ben Laden ne se cache plus. Quelques jours plus tard, il organise une conférence de presse en Afghanistan, en présence de nombreux journalistes venus de tout le Moyen-Orient. Il annonce la création d'un front islamique mondial contre les croisés et les juifs. Et il entend montrer la puissance militaire de son organisation. Ce jour-là, Oussama Ben Laden jubile. La guerre contre l'Occident est officiellement déclarée. Ils disent « Votre temps est écoulé ». Le compte à rebours était lancé. Ce n'était plus qu'une question de temps. Quelques semaines plus tard, 2 ambassades américaines sont la cible d'attentats terroristes. American embassies have been hit by huge bomb blasts. The first explosion happened at a building in the capital of Kenya, Nairobi. Shortly afterwards, a second bomb went off in Dar es Salaam, the capital of the neighboring African state of Tanzania. Des attentats qui font 224 morts, dont 12 ressortissants américains et 2 agents de la CIA. Cette fois, l'agence passe en alerte maximum. Je suis parti avec mes hommes en Afrique de l'Est. Nous avions une équipe à Nairobi et une à Dar es Salaam. Et très rapidement, en travaillant côte à côte avec le FBI, nous sommes parvenus à mettre la main sur des individus. Ils ont immédiatement avoué être des membres d'Al-Qaïda et avoir travaillé pour Oussama Ben Laden. C'est là qu'on découvre la capacité d'organisation d'Al-Qaïda à l'époque et qui nous montre dès le départ qu'ils sont capables de frapper à 2 endroits en même temps avec une extrême coordination. Pour la première fois, la Maison-Blanche prend au sérieux l'organisation terroriste. Le président Clinton donne son feu vert pour éliminer Ben Laden. Good afternoon. Today I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Un navire de guerre américain stationné en mer Rouge envoie des missiles de croisière sur plusieurs sites, en Afghanistan et au Soudan. Les infrastructures sont détruites, mais Ben Laden, lui, reste introuvable. Je pense que la réponse des États-Unis n'était pas à la hauteur. Nous aurions dû avoir des gens sur le terrain pour le tuer ou le capturer immédiatement après ces attaques. Dès lors, la CIA met tout en œuvre pour le retrouver. Mais la traque s'annonce difficile. Pour inciter les populations locales à le dénoncer, la tête de Ben Laden est mise à prix. 5 millions de dollars. Ce n'était pas une petite somme d'argent, mais personne ne l'a prise. Les Afghans avaient accepté de le protéger et ça aurait été déshonorant pour eux de nous le livrer. La CIA tente également d'infiltrer Al-Qaïda. Mais ici encore, c'est un échec. Le meilleur endroit pour recruter quelqu'un qui pourrait infiltrer Al-Qaïda, c'est à la périphérie de l'organisation. Les gens qui leur vendent des armes, ceux qui s'occupent des planques, ou encore qui fabriquent les faux papiers. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils les avaient infiltrés, ils devenaient l'un des leurs. Car ils découvraient un système qui les attirait. Infiltrer Al-Qaïda est beaucoup plus difficile que ça ne l'était avec l'Union soviétique. En 2000, les Américains parviennent à le localiser à 2 reprises dans le sud de l'Afghanistan, grâce à leurs drones. Mais la première fois, c'est la présence de civils qui les empêche d'agir. La deuxième, c'est leur drone qui n'est pas armé.
À l'époque, la CIA et l'armée se disputaient pour savoir qui allait payer l'armement des drones. C'est pourquoi il a survécu à cet épisode une fois de plus. Prise de décision trop tardive, lourdeurs administratives. Après 2 ans de traque, les agents de la CIA sont totalement découragés. En haut lieu, personne ne semble prendre la mesure du danger. La cellule Ben Laden est au bord de l'implosion. Ils l'ont recherché en Afghanistan pendant des années et ils n'ont jamais réussi à le localiser de façon fiable. Ils n'avaient pas de bons agents sur le terrain. Ils auraient pris de très gros risques militaires car ils auraient envoyé des forces spéciales pour un raid qui aurait pu très mal tourner. La moitié de l'équipe a démissionné de la CIA pour aller faire autre chose, en disant que c'était une perte de temps, que le gouvernement américain et la CIA ne prenaient pas au sérieux la lutte contre le terrorisme. J'ai envoyé une note aux responsables de l'agence en disant « Vous allez le regretter et nous allons le payer au prix de vies américaines pour ne pas avoir fait le nécessaire. » J'ai dit au président qu'il allait vraiment le regretter. Et la suite va lui donner raison. En octobre 2000, un nouvel attentat signé Al-Qaïda vient frapper directement l'armée américaine. An American ship is attacked in Yemen. There are dead and wounded. If, as it now appears, this was an act of terrorism, it was a despicable and cowardly act. We will find out who was responsible and hold them accountable. L'attaque de l'USS Cole est l'attentat le plus meurtrier pour les Américains depuis 1983. Mais il intervient au mauvais moment pour les États-Unis, en pleine période électorale, et le message de Bill Clinton ne sera pas suivi d'effet. En janvier 2001, George W. Bush devient le 43e président américain et il ne se préoccupe absolument pas du terrorisme islamiste. Pour lui, une poignée de fanatiques ne peut pas menacer sérieusement la plus grande nation occidentale. Pourtant, au même moment, Ben Laden, en cavale depuis des mois dans les montagnes afghanes, s'apprête à lancer une opération de grande envergure sur le sol américain. Le 9 janvier, au sud de Kandahar, Oussama Ben Laden profite du mariage de l'un de ses fils pour réunir en secret l'état-major d'Al-Qaïda. Il leur annonce que tous les attentats perpétrés jusque-là n'avaient qu'un seul objectif, pousser l'armée américaine à déployer ses troupes en Afghanistan pour leur faire subir le même sort que les soviétiques. Il pensait pouvoir détruire les armées occidentales en terre d'islam. Ben Laden était très déçu, car cette fois encore, son désir était d'appâter les États-Unis et de provoquer des représailles en Afghanistan. Mais les États-Unis n'y ont pas répondu. Alors pour les faire réagir, Ben Laden annonce à ses lieutenants qu'il veut frapper directement les États-Unis sur leur propre sol. Depuis des mois, Khaled Sheikh Mohammed, son chef des opérations, prépare en secret une attaque spectaculaire. Oussama Ben Laden vient lui demander de passer à l'action. Dans les semaines qui suivent, des informations alarmantes remontent des services de renseignement européens, et notamment de la France. Dès le début 2001, on commence à se dire qu'il va se passer quelque chose d'énorme. C'est une accélération des projets d'attentats qui nous reviennent, et particulièrement de projets d'attentats simultanés, en particulier contre des avions américains. Nous avions des informations disant qu'il préparait quelque chose d'énorme. Ça allait être Armageddon. Les services de renseignement, la CIA, mais aussi la Maison-Blanche ont essayé d'attirer l'attention de l'administration Bush. Le 6 août 2001, des officiers du département d'État viennent rendre visite au président Bush dans son ranch. À leurs yeux, la situation est grave. Entre leurs mains, une note de la CIA évoquant clairement le risque d'attentat sur le sol américain. Mais après l'avoir lu, le président Bush range le dossier sans y prêter attention. Une erreur de jugement que l'Amérique va payer très cher. Notre administration en était encore à la guerre froide. Ils ne comprenaient pas qu'un groupe non gouvernemental puisse être aussi fort qu'un État. Le 11 septembre 2001,
19 membres d'Al-Qaïda passent sans encombre les contrôles de sécurité de 3 aéroports américains. Les terroristes embarquent dans 4 avions de ligne, parmi les passagers. Quand la ville de Kaboul est tombée, Ben Laden s'est enfui vers l'est. Il est retourné vers Jalalabad. J'ai alors proposé mon propre plan et mobilisé une partie de mes hommes pour les envoyer à Jalalabad. Une équipe est envoyée sur place. Une mission risquée dans cette partie du pays toujours sous contrôle des talibans et des hommes d'Al-Qaïda. Pendant des jours, ils tentent de retrouver la trace de Ben Laden. Nous avions des informateurs dans tout le pays. Nous avions des hommes par téléphone satellite. Nous avions des hommes au sommet des montagnes. Nous avions des hommes dans les villages. Ils nous appelaient pour nous dire « il est ici, il est là ». Je l'ai observé descendre une route. Je l'ai suivi. Je savais où il était. Je savais exactement où il était. Au bout d'une semaine, ils finissent par retrouver le camp dans lequel ils s'étaient réfugiés. Au cœur des montagnes, le leader d'Al-Qaïda est très protégé, entouré d'une centaine de talibans et de djihadistes bien armés. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit « nous l'avons identifié, nous l'avons localisé, nous demandons permission d'engager le combat ». J'ai dit « oui, bien sûr ». L'aviation est arrivée et pendant 56 heures, nous les avons bombardés, bombardés et encore bombardés. Le camp est détruit. Oussama Ben Laden et quelques survivants se sont retranchés dans des grottes. Il ne reste plus qu'à les encercler et tenter de les déloger. J'ai immédiatement envoyé un message à Washington pour leur dire que Ben Laden était acculé, que ses forces armées étaient anéanties et que je voulais 800 soldats américains ici. Nous devions terminer le travail, nous-mêmes. Mais pour éviter de nouvelles pertes américaines, la Maison-Blanche préfère confier cette tâche aux alliés afghans qui ont participé à la guerre contre les talibans. Une erreur de plus, ce sont eux qui vont permettre aux leaders d'Al-Qaïda de s'enfuir à travers les montagnes après l'arrêt des bombardements. Ben Laden jouit parmi les populations afghanes de l'aura qui vient de quelqu'un parvenu chez eux de cette lointaine Arabie qui a vu naître le prophète. C'est en quelque sorte comme un shérif de la Mecque. Pendant des mois, aucune nouvelle d'Al-Qaïda, ni de Ben Laden. Dès lors, certains pensent qu'il n'a pas survécu au bombardement. Les Américains et les Européens disaient qu'il était mort. On a même dit une fois qu'il avait pris sa retraite. Mais tout le monde se trompe. En octobre 2002, un attentat frappe Bali en Indonésie. Il fait 202 victimes, essentiellement des touristes occidentaux. L'action porte le sceau d'Al-Qaïda et un enregistrement audio vient relancer la traque. La CIA est formelle. C'est bien la voix de Ben Laden. En faisant référence à l'attentat de Bali, le leader d'Al-Qaïda date son enregistrement et confirme qu'il est bel et bien vivant. La nouvelle se répand dans le monde entier. L'une des choses que nous avons perdues en Occident, c'est le pouvoir du silence. Ben Laden le connaissait bien, ce pouvoir. On ne l'entendait plus pendant 12 ou 18 mois, et tout d'un coup, il réapparaissait, avec une déclaration, ou une vidéo, ou un discours, qui allait occuper les médias du monde entier pendant 3 ou 4 jours. C'était un maître du silence. La pression monte sur l'administration américaine. Cela fait plus d'1 an que le World Trade Center s'est écroulé et Oussama Ben Laden n'a toujours pas été arrêté. Pour détourner l'attention, la Maison-Blanche va trouver un autre bouc émissaire, Saddam Hussein, le dictateur irakien. Le président Bush veut faire d'une pierre deux coups, montrer que l'Amérique avance dans sa lutte contre le terrorisme et finir la guerre que son père avait commencée 10 ans plus tôt. Alors,
L'administration Bush va présenter Saddam Hussein comme un allié de Ben Laden, capable de fournir à Al-Qaïda des armes de destruction massive. Un grand jeu de manipulation qui ne va rien arranger, bien au contraire. Le lien entre Saddam Hussein et Oussama Ben Laden, c'est le secrétaire d'État américain Colin Powell qui va l'inventer de toutes pièces lors d'un discours à l'ONU en 2003. Ambition and hatred are enough to bring Iraq and Al-Qaeda together. Enough so Al-Qaeda could learn how to build more sophisticated bombs and learn how to forge documents. And enough so that Al-Qaeda could turn to Iraq for help in acquiring expertise on weapons of mass destruction. L'Américain moyen ne peut pas comprendre qu'il a eu 3000 morts dans un attentat extraordinaire et que l'ennemi, ce soit en fait une bande d'une cinquantaine de va-nu-pieds dans les montagnes de Tora Bora. Ce qui va légitimer la guerre en Irak. Disant, il y a forcément un État derrière, il y a forcément un grand méchant derrière, bien organisé, etc., ce qui va permettre à l'administration américaine de vendre la guerre contre l'Irak. Non seulement rien de tout cela n'est fondé, mais surtout de nombreux observateurs étrangers craignent les conséquences d'une guerre en Irak. C'est notamment la position de la France. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. En revanche, nous devons prendre la mesure de l'impact qu'aurait sur ce plan une action militaire contestée actuellement. Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples, fractures dont se nourrit le terrorisme? Mais les Américains ne tiennent pas compte de l'avis de la communauté internationale. Le 20 mars 2003, l'Amérique s'engage dans une guerre contre l'Irak. L'armée de Saddam Hussein ne résiste pas longtemps au bombardement massif de la capitale. 9 mois plus tard, le dictateur irakien est capturé, puis exécuté. Le pays passe dans un premier temps sous occupation américaine, mais leur gestion du pouvoir va engendrer le chaos. L'administration américaine a viré l'essentiel du corps des officiers de l'armée irakienne de Saddam et l'essentiel du corps des fonctionnaires. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans paye, sans retraite et sans rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se jeter dans les bras des djihadistes pour lutter contre l'occupation américaine. Car les Américains ont surtout décidé de donner les clés du pays à la majorité chiite, jusque-là tenue à l'écart du pouvoir. Ce changement radical va raviver les tensions entre les deux communautés musulmanes du pays, les chiites et les sunnites. Et ce sont les terroristes qui vont en profiter, car les sunnites en colère vont venir grossir leurs rangs. C'est la naissance d'Al-Qaïda en Irak. Ce soutien sunnite, ça sera le basculement de la logique d'Al-Qaïda en Irak, c'est-à-dire que le conflit sectaire ou confessionnel à l'intérieur du monde musulman, entre sunnites et chiites, va l'emporter sur la lutte contre les impies. Cela a permis à Al-Qaïda de trouver un second souffle, alors que l'organisation aurait dû disparaître à ce moment-là. Cela a aussi donné aux musulmans qui détestaient les États-Unis une raison de rallier Al-Qaïda. Dans les années 2000, l'organisation terroriste est en plein essor. Oussama Ben Laden a montré l'exemple. De nombreux groupes islamistes dans le monde entier s'inscrivent dans sa lignée. Al-Qaïda est devenu une marque, un label dont tous veulent se revendiquer. N'importe quel contestataire dans le monde musulman va se dire que s'il veut être pris au sérieux, il faut qu'il brandisse le drapeau d'Al-Qaïda, il faut qu'il dise « j'en suis ». Pendant ce temps, Oussama Ben Laden et son partenaire Zawahiri se cachent dans le nord du Pakistan, protégés par les populations locales. Désormais en fuite, Ben Laden sait qu'il ne peut plus diriger Al-Qaïda. Mais il espère que ses lieutenants vont prendre le relais. Il estime que sa mission est globalement accomplie
à partir du 11 septembre 2001, parce qu'il dit qu'il avait mis sur les rails le djihad et que désormais, il appartient à d'autres générations d'accomplir le dessein de remettre l'islam dans sa gloire, de retrouver le califat, il en parle déjà, le califat islamique, de réunifier les musulmans sous la charia, sous le règne de la charia et de l'islam. Et l'un des hommes qui va reprendre son flambeau n'est autre qu'Abou Moussab al-Souri, l'ancien chargé de communication de Ben Laden. En 2004, il écrit un texte de 1600 pages pour relancer le projet de califat de son ancien mentor. Il devient le nouveau théoricien du djihad. Abou Moussab al-Souri estime que le modèle du 11 septembre est obsolète et contre-productif. Les Américains ils sont trop forts, c'est l'Europe qu'il faut viser. Son idée est simple, provoquer une haine de l'islam en Europe en commettant des attentats meurtriers au nom du djihad. L'Europe qui est un ventre mou dans lequel, selon lui, des populations musulmanes nombreuses et mal assimilées sont un relais formidable d'opérations djihadistes. Stigmatisés et rejetés, les musulmans d'Europe pourraient ainsi à terme rallier Al-Qaïda. La stratégie d'Al-Souri est rapidement mise en œuvre. L'Europe devient la nouvelle cible. Madrid en 2004, puis Londres en 2005 sont à leur tour touchés par de violents attentats. Mais la nouvelle stratégie d'Al-Qaïda concerne surtout son implantation au Moyen-Orient. Un autre disciple de Ben Laden prend lui aussi du pouvoir. Son nom, Abou Moussad al-Zarqawi, il est le leader d'Al-Qaïda en Irak. Les Américains ont mis les chiites au pouvoir, alors il va rallier à sa cause les populations sunnites pour s'emparer d'un territoire. Une implantation territoriale où il pourrait vivre, avoir des ressources et se poser en champion de l'islam. Dans les tribus sunnites irakiennes, opposées à la mise à l'écart du sunnisme auquel procède l'occupant américain, ils vont trouver un certain nombre de soutiens, plus larges que les gens qui sont simplement idéologiquement proches d'eux. Al-Qaïda entrait dans une autre période. Ce n'était plus l'Al-Qaïda que nous avions connu, ennemi de l'armée américaine et de l'Occident. C'était devenu une organisation sectaire qui s'attaquait aussi à des musulmans. Dès lors, l'Occident se préoccupe moins de l'émergence de ce nouveau modèle terroriste. Les Américains sont toujours focalisés sur celui qui a osé les attaquer sur leur sol, Oussama Ben Laden. En 2005, il reste introuvable. Il est en fait retranché dans une forteresse secrète au nord du Pakistan. Il ne vivait pas particulièrement entouré de gardes, et il ne semblait pas non plus avoir prévu d'échappatoire. C'était comme s'il se sentait suffisamment protégé par les gens autour de lui. Car Ben Laden ne s'est pas installé dans n'importe quelle ville. Abbottabad est le lieu de villégiature des services secrets pakistanais et abrite également une académie militaire. Autant dire que la présence du plus grand terroriste international ne peut pas passer inaperçue. Il me paraît impossible de croire que les services secrets pakistanais, qui ont des liens si forts avec Al-Qaïda et Ben Laden, ne savaient pas qu'il se trouvait à Abbottabad depuis des années. Bien sûr qu'ils le savaient. Pour éviter la surveillance satellite, Ben Laden reste cloîtré jour et nuit. Il communique avec l'extérieur par l'intermédiaire d'un messager. C'est donc seul qu'il attend son heure en regardant la télévision. Il ne pense pas vivre longtemps, en réalité. Il est quasiment convaincu que globalement les Américains vont le tuer dans les 2 années à venir et que ça serait presque bien qu'il le tue dans les 2 années à venir parce que sa vie se calerait presque sur la vie du prophète. Il aurait vécu 2 ans dans une retraite spirituelle et ainsi il serait mort véritablement comme le prophète. Sa vie aurait été à l'image de la vie du prophète. Mais Ben Laden restera 5 ans enfermé dans son complexe, jusqu'à ce que les services secrets pakistanais finissent par révéler sa position aux Américains.
Les Pakistanais, qui devaient se sentir quand même un peu enquiquinés dans cette affaire, n'ont rien dit pendant assez longtemps. Le problème ensuite, ça a été la diffusion de l'info qui a dû petit à petit filtrer à l'extérieur, jusqu'à ce que ça atteigne les Américains et la présidence américaine choisisse le meilleur moment pour mener son opération. Le 1er mai 2011, quelques jours seulement après l'annonce de sa candidature pour un deuxième mandat, le président américain Barack Obama donne son feu vert à l'opération Trident de Neptune. L'intervention doit être rapide et discrète. Les plus hauts responsables américains suivent le déroulement de l'assaut depuis la Maison-Blanche. À 23h30, une vingtaine de Navy Seals, des soldats d'élite américains, sont téléportés vers Abbottabad. Ce devait être chaotique à ce moment-là, car il y avait beaucoup de gens qui couraient partout, beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Et les Navy Seals ne voulaient tuer aucun d'entre eux s'ils pouvaient l'éviter. Mais les ordres sont clairs. Ils doivent ouvrir le feu à la moindre résistance. Les soldats américains fouillent toutes les pièces du complexe une par une. Le messager et son frère sortent fusil au poing. Ils sont abattus. Les Seals courent partout dans la maison, grimpent les escaliers. Et lorsqu'un des fils de Ben Laden apparaît, il est abattu à son tour. Depuis le début de l'assaut, Oussama Ben Laden reste assis dans une pièce au 3e étage. Il ne cherche pas à s'enfuir. Ils ont aperçu furtivement la tête de Ben Laden à l'étage. Alors ils sont montés et ils ont ouvert le feu. On ne sait pas s'il y a eu 2 ou 3 coups de feu, mais il a été touché à la tête et à la poitrine. Et il est mort quasiment sur le coup. Donc ça n'a pas été une grande fusillade, ça a été très rapide, chirurgical. L'assaut aura duré 38 minutes. Les soldats américains ne s'attardent pas. Ils récupèrent tous les documents qui traînent, les ordinateurs, les disques durs. Mais surtout, ils emportent avec eux le corps d'Oussama Ben Laden pour le faire disparaître. Quelques minutes plus tard, le président Barack Obama s'apprête à annoncer la nouvelle au monde entier. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Très vite, les Américains descendent dans la rue pour célébrer cette victoire symbolique. 10 ans après les attentats du 11 septembre, ils ont le sentiment d'avoir eu enfin leur revanche. Ça ressemble à la fin d'un long épisode de l'histoire américaine. Malheureusement, le monde a changé. Et la violence des idées insufflée par Ben Laden perdure toujours dans des pays comme la Syrie. Car pendant que les Américains se réjouissent de l'événement, les héritiers de Ben Laden sont en train de créer un monstre bien plus inquiétant qu'Al-Qaïda. Le groupe État islamique, Daesh. Ben Laden est mort, Zawahiri se cache en Afghanistan. C'est la nouvelle génération qui reprend le flambeau. Le théoricien Al-Souri et le sanguinaire Zarqawi, qui sera lui remplacé par Baghdadi après sa mort en 2010. Baghdadi et un certain nombre d'autres qui, là, ont transformé le système en s'inscrivant contre Al-Qaïda historique et en développant, alors eux, une stratégie de contrôle territorial en Irak, puis en Syrie. En 2012, Al-Qaïda en Irak étend son emprise jusqu'en Syrie, en récupérant des zones délaissées par le dictateur Bachar el-Assad. Le pays est en pleine guerre civile depuis la révolution arabe, et les terroristes en profitent pour allier à leur cause les tribus sunnites syriennes.
Aujourd'hui, le plus grand djihad mondial se situe en Irak et en Syrie. Et des gens viennent se battre des 4 coins du monde, exactement comme pour le djihad en Afghanistan dans les années 80. Baghdadi compare d'ailleurs son action à celle du djihad afghan. Le 5 juillet 2014, il fait sa première apparition publique dans la grande mosquée de Mossoul, une ville désormais aux mains des terroristes. Ce jour-là, il est venu s'autoproclamer calife de l'État islamique, le nouveau nom de l'organisation terroriste. كتاب يهدي وسيف ينصر وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام أمانة ثقيلة. L'instauration d'un califat avec un territoire et des hommes pour le défendre. C'était le grand projet de Ben Laden. Baghdadi est en train de le concrétiser. L'État islamique, c'est une administration, c'est une armée avec un chef, une mission, des moyens, des véhicules, du matériel, et qui fait la guerre. La restauration du califat va être très difficile à déraciner. Aujourd'hui, on a des mesures, on a des stratégies, on a des armées, mais on n'a pas un projet politique à offrir face à ce projet politique planté par Ben Laden. Une nouvelle entité terroriste, encore plus violente que les précédentes. Une nouvelle guerre internationale, sur le sol syrien cette fois. De nouvelles vagues d'attentats, et notamment en France, en janvier et en novembre 2015. Depuis 40 ans, l'histoire se répète, sans que l'on parvienne à enrayer le terrorisme islamiste et son pouvoir de contamination. Voilà pour ce document, 40 ans d'histoire de la Mecque en 1979 en Arabie Saoudite, à Paris, dans le 10e et 11e arrondissement en 2015. Et continuons donc cette histoire qui aujourd'hui s'impose à nous. Après Al-Qaïda, Daesh, le groupe État islamique a semble-t-il réussi à fédérer des combattants pour le djihad venus du monde entier, avec cette fois un territoire, l'autoproclamation d'un califat. Avant de retrouver mon premier invité, images, chiffres et décryptage de ces mots qui depuis plusieurs jours s'accumulent, des mots qui ont un sens. Qui dirige Daesh? Quelle est sa réelle puissance? Où est le fantasme? Où est la réalité? Voici comment et pourquoi l'histoire du terrorisme islamiste continue. Daesh possède une bannière, un drapeau noir inspiré de celui du prophète Mahomet, sur lequel est inscrit la profession de foi islamique. Ce drapeau flotte aujourd'hui sur un territoire aussi étendu que la Grande-Bretagne. Un territoire situé à cheval entre l'Irak et la Syrie, conquis par la force en à peine 2 ans. Daesh s'est emparé de grandes villes comme Mossoul et Falloujah côté irakien, et Raqqa côté syrien. 10 millions de personnes vivraient aujourd'hui sous l'autorité de cette sorte d'État hors la loi. Mais alors comment Daesh a réussi un tel tour de force ? Juin 2014, mosquée de Mossoul. Abou Bakr el-Baghdadi se proclame calife de l'État islamique. Il demande à tous les musulmans de lui obéir. El-Baghdadi est un ancien étudiant en théologie. Il se dit descendant du prophète. À la différence d'Oussama Ben Laden, c'est donc à la fois un dirigeant politique, un chef de guerre, mais aussi un guide religieux. Son but ? Rétablir un califat de l'Asie centrale au Maghreb, comme il existait au temps des premières conquêtes, au 7e siècle. Un régime religieux ultra strict, où toute opposition doit être éradiquée. Depuis peu,
L'État islamique exporte le djihad sur le sol de ses ennemis, comme le faisait Al-Qaïda. Ces attentats rappellent ceux de Madrid et Londres dans les années 2000. Une question est aujourd'hui d'actualité. S'agit-il d'une nouvelle stratégie ou de la réaction d'une organisation affaiblie par les frappes de la coalition? Autre point clé qui alimente bien des fantasmes. L'organisation terroriste est-elle réellement à la tête d'une armée puissante? Avec la prise de Mossoul, Daesh s'est emparé d'un important arsenal militaire. Des dizaines de chars, des centaines de blindés, des pièces d'artillerie innombrables, des armes sophistiquées laissées par les Américains. Et pour s'en servir, l'organisation bénéficie de l'expertise d'anciens officiers de Saddam Hussein qui ont rejoint ses rangs. Ces officiers sunnites, écartés du pouvoir par les chiites irakiens, veulent en fait prendre leur revanche. Dans le gouvernement d'al-Baghdadi, l'un des symboles, c'est notamment Abou Qassem. Le ministre des combattants étrangers et des kamikazes n'est autre que l'ancien chef de la sécurité de Saddam Hussein. Les troupes de Daesh sont estimées aujourd'hui à 50 000 combattants. Des djihadistes issus en partie des rangs d'Al-Qaïda et des combattants étrangers. Au moins 20 000 venus de 110 pays auraient rejoint le califat. Autre question. Daesh est-elle l'organisation terroriste la plus riche au monde? La réponse est oui. Ses revenus annuels sont estimés à 2,3 milliards d'euros. Comment concrètement est évaluée cette richesse? Première source, les taxes perçues sur son territoire, 750 millions d'euros, soit un tiers de ses revenus. Daesh se comporte maintenant comme un État en prélevant l'impôt en échange de services publics. Il pratique aussi l'extorsion de fonds et la confiscation des biens. L'autre source de richesse, c'est le pétrole, estimé cette fois à 560 millions d'euros. Daesh gère une trentaine de puits sur son territoire. L'organisation contrôlerait ainsi 60% de la production syrienne et 10% de la production irakienne. Daesh le vend en cassant les prix et en l'exportant vers la Turquie grâce au réseau de contrebande. Cependant, cette manne est en baisse à cause des bombardements aériens alliés. L'agriculture apporte également des centaines de millions de revenus, grâce aux champs de blé et de coton qui se trouvent sur son territoire, au nord de la Syrie. Enfin, il ne faut pas oublier d'autres ressources, les activités criminelles comme le trafic d'œuvres d'art, avec le pillage des sites archéologiques, le kidnapping et l'esclavage sexuel. Plus globalement, Daesh est assis sur un trésor potentiel, des ressources naturelles non exploitées estimées à 2200 milliards d'euros. Depuis le mois de juin dernier, l'organisation frappe même sa propre monnaie, le dinar islamique. Comme Al-Qaïda, Daesh est aujourd'hui une franchise adoptée par des groupes terroristes dans le monde entier. Dans la région, des cellules se réclament de l'État islamique en Arabie saoudite, au Yémen et en Turquie. Des mouvements djihadistes ont aussi fait allégeance au califat en Égypte, au Soudan, en Libye, en Algérie, au Nigeria avec Boko Haram, mais aussi en Tchétchénie, en Afghanistan, au Pakistan, jusqu'aux Philippines. Après cette longue histoire du terrorisme, une question s'impose. Le caractère hybride de Daesh, à la fois organisation terroriste et pseudo-État, en fait-il un ennemi plus difficile à combattre qu'Al-Qaïda? Arrêtons-nous maintenant sur ces questions que vous vous posez aujourd'hui. Qui nous menace et pourquoi et à qui faisons-nous la guerre? Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l'islam, bonsoir. Dans notre documentaire, on a découvert Al-Qaïda extrêmement structuré. Est-ce que Daesh, est-ce que le groupe État islamique aujourd'hui est finalement plus puissant qu'Al-Qaïda? Il est très différent en fait parce que Al-Qaïda était une structure, c'était une organisation pyramidale avec des gens qui donnaient des ordres et d'autres qui exécutaient à la lettre ces ordres. Daesh, c'est une nébuleuse qui est plus vaste d'une certaine manière et qui a construit un territoire. Qui a un territoire? Voilà, qui a un territoire. C'est un territoire compliqué qui vient aussi des anciens officiers de Saddam Hussein qui se sont ralliés à eux. On a beaucoup de fantasmes autour de l'armée qui effectivement composerait Daesh. C'est environ quoi? 50 000 hommes sur ce territoire qu'on a vu? C'est très difficile à dire parce que vous avez les gens qui viennent de l'étranger, les brigades internationales. Donc, qui viennent de combien de pays?
plus d'une vingtaine de ce concept. On n'a pas de compte, mais de tous les pays européens, des États-Unis, de l'ensemble des pays musulmans sunnites, bien sûr. Mais le socle, la base, la structure, on va dire, organisationnelle. La structure, elle est irako-syrienne. Donc, issue des troupes de Saddam Hussein. Alors ça, en Irak, oui, pas forcément. Enfin, mais des gens qui ont été, en tout cas, des gens qui font partie des tribus sunnites irakiennes, mais au niveau de l'infrastructure, ceux qui gèrent la machinerie para-étatique de Daesh en Irak, oui, on sait bien qu'il y a des colonels Saddam Hussein. Tous ces gens, en fait, se sont connus dans un camp d'internement que les Américains avaient établi en Irak. Et c'est là un peu comme pour les prisons françaises pour Daesh, si vous voulez, dans lequel il y a eu le grand incubateur qui a permis à ces individus de créer des liens très forts. Comment expliquer qu'un homme, Abu Bakr al-Baghdadi, leader du groupe État islamique, ait décrété ce califat le 29 juin 2014 ? Que souhaitait-il annoncer, envoyer comme message ? Baghdadi, qu'on a surnommé à un moment aussi le calife Twitter, est connu parce qu'il a une capacité de théologien. Donc l'objectif, c'était de dire aux musulmans du monde, c'est moi qui suis aujourd'hui le calife qui a disparu depuis la fin de l'Empire ottoman. Quand vous dites aux musulmans du monde, aux musulmans sunnites ? Aux musulmans du monde entier, les sunnites en tête, bien sûr, parce qu'ils considèrent que les autres ne sont pas de bons musulmans. Ils considèrent que les chiites, ce sont des hérétiques. Vous pouvez juste m'expliquer ? Depuis des semaines, des mois, parfois on revient sur cette différenciation. Ces deux branches principales de l'islam, d'un côté les chiites, de l'autre côté les sunnites, elle vient d'où cette différence et pourquoi et comment cette haine s'est installée ? Alors elle remonte au premier temps de l'islam, oui, quand il y a eu un conflit parmi les successeurs du prophète Mahomet. Certains d'entre eux ont considéré que ce qui était le plus important, c'était que la communauté des musulmans, donc l'Ummah, soit dirigée par des descendants de la famille du prophète. C'est ce qu'on appellera les chiites. L'un d'entre eux était le 4e calife, Ali, qui a été battu par une armée qui ensuite a rassemblé tous les autres musulmans, qu'on appelle les sunnites, ceux qui suivent la norme du prophète, mais qui ne descend pas de sa famille, si vous voulez. Et aujourd'hui, 85% à peu près des musulmans dans le monde sont sunnites, donc c'est l'immense majorité, et 15% sont chiites. Or, l'endroit où nous sommes est concentré dans la zone où il y a le plus de chiites. Concrètement, nous sommes en face d'une idéologie totalement similaire à celle d'Al-Qaïda. On a vécu avec Al-Qaïda pendant des années. Aujourd'hui, on est en face de Daesh. Est-ce que l'idéologie, le socle est le même ? Alors, elle lui emprunte un certain nombre de traits. Par exemple, la référence au 11 septembre reste fondamentale. Pour Al-Qaïda, le 11 septembre, c'est quelque chose d'absolu. Alors que Daesh dit le 11 septembre, c'était très bien comme idée, mais l'exécution a été catastrophique puisque ça a permis à George W. Bush et autres de justifier son attaque. Voilà, et surtout d'avoir les moyens de légitimer ce qui, à terme, a fini par détruire Al-Qaïda. Finalement, est-ce que ces actes du 13 novembre 2015, ici en France, ne pourraient pas être le pendant de ce qui s'est passé le 11 septembre pour Daesh ? Alors ça, c'est possible, parce que les attentats de novembre, par opposition à ceux de janvier, qui ciblaient des catégories dites ennemies, les islamophobes, entre guillemets, de jour Charlie Hebdo, les apostats, c'est-à-dire les musulmans sous uniforme français, policiers ou militaires, comme à la Fermera également, et puis aussi les juifs supposés être des suppôts d'Israël. Ça avait permis, vous vous souvenez, en janvier, en fait, une espèce de fragmentation. Ceux qui disaient « je suis Charlie » et ceux qui disaient « je ne suis pas Charlie, Shah, bien fait », etc. En novembre, c'est très différent, parce que ce sont des attentats indiscriminés qui ont tué beaucoup de gens, bien sûr, comme on le sait au Bataclan, mais qui n'ont pas été véritablement ce que leurs commanditaires attendaient politiquement, puisqu'ils ne rendent pas possible le soutien parmi des sympathisants dans une frange relativement large qu'il y avait eu au mois de janvier. Moi, regarde sur les réseaux sociaux, on voit très très peu de gens, à part les djihadistes convaincus, mais qui ne sont pas ceux qu'il faut convaincre, qui disent bravo, bien fait, etc. À tel point, je viens de voir une vidéo de Daesh, là, qui vient de parue 10 jours après les attaques, où on a deux gars, des jeunes de banlieue français qui sont en Syrie et qui exhortent les musulmans français à passer à l'attaque, avec d'autant plus de virulence que je crois qu'ils se
se rendent bien compte que, du point de vue de la propagande, le 13 novembre n'est pas une réussite. Cela veut dire que le 13 novembre pourrait être le début de la fin de Daesh? C'est un signe, en tout cas, de malaise dans l'adaptation de leur stratégie. Autant à l'époque d'Al-Qaïda, personne ne bronchait. Il y avait un ordre qui partait d'en haut et les gens exécutaient. Or là, en fait, on voit bien que c'est un groupe de francophones qui a géré ça. C'est fait à la base, si vous voulez. Donc tout ça, on n'est pas du tout dans le système quasiment service secret, le système pyramidal d'Al-Qaïda. Vous voyez, et là, il y a une vraie différence qui indique qu'on comprend beaucoup mieux le logiciel de Daesh maintenant. Et donc, à partir du moment où on comprend le logiciel, on peut commencer à le casser. Alors, on vient de comprendre à l'aide de notre premier focus comment Daesh a réussi à s'installer sur ce territoire entre la Syrie et l'Irak avec la proclamation de ce califat avec ses moyens humains et financiers. Seulement, ce pseudo-État fait aujourd'hui l'objet, vous le savez, d'une riposte internationale. Une riposte qui semble avoir accéléré leur tentative d'exporter leur djihad sur le sol de leurs ennemis. Voyons justement quelle est réellement l'ampleur de la menace sur notre territoire. Qui sont ces djihadistes qui ont depuis plusieurs années frappé la France? Quel est leur profil, ou plutôt, quels sont leurs profils? Tout de suite, 5 minutes pour tenter de comprendre tout cela. Depuis les années 90 et les attentats liés au GIA algérien, plusieurs générations de djihadistes se sont succédées en France. De Khaled Kelkal, impliqué dans les attentats du RER à Saint-Michel en 1995, à Abdelhamid Abaoud, le commanditaire présumé des attaques de Paris du 13 novembre. Comme eux, combien de Français ont basculé dans le fanatisme ? Selon le gouvernement, 10 500 Français seraient liés à une mouvance radicale. Parmi eux, près de 2000 personnes se sont enrôlées effectivement dans des filières djihadistes. Plus de 700 d'entre elles souhaiteraient rejoindre l'État islamique. « 571 se trouvent déjà en Irak et en Syrie pour combattre sous la bannière noire du califat. Leur nombre a plus que doublé depuis le début de l'année 2014, soit une augmentation de 221%. Les Français représentent un tiers des djihadistes occidentaux. Dès lors, qui sont-ils? Et peut-on établir un profil type? Le discours de l'islam radical touche d'abord les jeunes. Abdelhamid Abaoud est âgé de 28 ans. Mohamed Merah, lui, avait 23 ans. Selon une étude réalisée par le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, 2 tiers des candidats au djihad auraient entre 15 et 21 ans. Des jeunes endoctrinés que rien ne prédestinait à l'islamisme radical. Contrairement à une idée reçue, 80% des recrues se déclarent athées. Plus de 2 tiers des jeunes sont issus des classes moyennes. Seuls 16% viennent des milieux populaires et 17% de milieux favorisés. Si l'on compare ces profils aux générations précédentes de candidats au djihad, ce qui frappe, c'est la proportion importante de convertis. D'après le ministère de l'Intérieur, il serait 50% aujourd'hui. Autre chiffre marquant, 40% des candidats au djihad en Syrie et en Irak seraient des femmes. À l'instar d'Asna Aïd Boulassen, la jeune femme retranchée dans l'appartement de Saint-Denis. Enfin, dernière question. Quelles sont les principales filières djihadistes en France et comment se répartissent-elles sur le territoire? Depuis 20 ans, au moins 4 filières djihadistes ont été identifiées. La première date des années 90, liée au GIA, groupe islamique armé en Algérie, ou aux anciens djihadistes de la guerre en Bosnie. Vient ensuite celle des années 2000, liée à Al-Qaïda au Pakistan et en Afghanistan. Après la chute de Saddam Hussein en 2003, c'est Al-Qaïda en Irak qui recrute sur le sol français. Enfin, depuis 2011, le groupe État islamique utilise à son tour ses filières pour attirer une nouvelle génération de djihadistes. Comme le montre cette carte,
L'implantation des cellules de Daesh est souvent la même que celle des filières précédentes. Dans le nord, Mehdi Nemmouche, le suspect de l'attentat du musée juif de Bruxelles, est originaire de la banlieue lilloise, comme le gang de Roubaix, qui finançait le djihad en Bosnie dans les années 90. En Isère, Yassine Sali a décapité son employeur et tenté de faire exploser une usine en juin 2015. C'est de cette même région que venait Khaled Kelkal, le poseur de bombes de 1995, originaire de la banlieue lyonnaise. En Ariège, le village d'Artigat a servi de refuge à de nombreux djihadistes d'Al-Qaïda, comme Mohamed Merah. Les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher étaient liés à la filière des buts de Chaumont, du nom du parc parisien du 19e arrondissement. En place depuis les années 2000, elle envoyait des jeunes se former auprès de la branche irakienne d'Al-Qaïda. Depuis la montée en puissance de Daesh, de nouvelles filières apparaissent comme à Lunel, une petite ville près de Montpellier, où une trentaine de jeunes sont partis rejoindre la Syrie. Selon le ministère de l'Intérieur, les djihadistes revenus de Syrie et d'Irak seraient actuellement 247 en France. 2015 restera dans l'histoire du terrorisme en France comme une année noire. Après le GIA, après Al-Qaïda, la France est la cible de Daesh. Et tentons de comprendre pourquoi les ressortissants français fournissent au groupe État islamique son plus gros bataillon de combattants originaires d'Europe. David Thompson est avec nous. Vous êtes peut-être l'un des journalistes français qui connaît le mieux aujourd'hui ces réseaux. Vous êtes même en contact avec certains d'entre eux depuis plusieurs années ? Depuis plusieurs années, oui. Depuis précisément les lendemains de la révolution tunisienne, où j'ai rencontré les premiers djihadistes qui sortaient de prison. Et ils étaient dans les prisons de Ben Ali. Ils ont créé une organisation qui est devenue une organisation djihadiste de masse en Tunisie, qui a beaucoup intéressé les djihadistes français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les premiers militants djihadistes tunisiens et français. Une question simple. Pourquoi, selon vous, Daesh, finalement, s'en prend à la France ? En fait, l'État islamique a fait de la France son ennemi principal aujourd'hui. Européen ? En Europe et en Occident. Ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le passé colonial français, et notamment au Maghreb. Parce qu'il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, au sein de l'EI, la plupart des combattants étrangers, ou parmi les plus nombreux des combattants étrangers, on retrouve des Maghrébins. Et les djihadistes ont la mémoire longue. Ensuite, il y a la question des opérations extérieures françaises. Au Sahel ? Mali, Afghanistan, Centrafrique et surtout Irak et Syrie. Août 2014, entrée en guerre de la coalition. Septembre 2014, premier communiqué officiel qui demande à tous les partisans de l'EI dans le monde, qui donne l'ordre d'attaquer des Français et de tuer des Français partout où c'est possible, par tous les moyens possibles. Là, vraiment, on change de stratégie, c'est nouveau. Un mot, dans l'organigramme de Daesh, on retrouve un certain nombre de Français, un certain nombre de djihadistes français dans le cercle, on va dire, du pouvoir de Daesh. En fait, dans le cercle proche d'Abou Bakr al-Baghdadi, on a encore quasiment que des Irakiens. Ça vaut pour la Syrie, pour l'Irak et pour toutes les autres franchises de l'EI dans le monde. Mais c'est vrai que certains Français ont grimpé dans la hiérarchie jusqu'à avoir un poste assez important. On estime qu'une dizaine d'entre eux, aujourd'hui, sont à des postes importants, que ce soit des émirs militaires ou des postes religieux importants. Pas plus d'une dizaine de Français. Un garçon comme Fabien Klein, ce Réunionnais, qui revendique par sa voix, en tout cas, cet attentat. Il le revendique parce que c'est une branche francophone qui a agi. Il récupère à son compte tout cela, ou est-ce qu'il faut quelqu'un pour communiquer en français sur ces attentats ? En fait, son nom est apparu à travers la police parce que c'est lui qui a lu le communiqué de revendication. Le fait qu'il le lise, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de rôle opérationnel dans les attentats de Paris, ça ne veut pas dire forcément qu'il en avait un non plus. En fait, il fait partie d'une branche média de l'État islamique qui lit un communiqué radio quotidien, c'est un flash radio, et des Français le lisent à tour de rôle, et ce jour-là, c'était son rôle à lui. C'est difficile de dresser le portrait d'un profil type de djihadiste, mais selon différentes enquêtes, selon les renseignements du ministère de l'Intérieur, ces djihadistes seraient plutôt jeunes, seraient plutôt issus de classe moyenne. Le phénomène ne peut pas se résumer aujourd'hui à l'équation banlieue, immigration, délinquance, même si en ce moment il y a un effet de loupe sur ceux qui sont issus de la délinquance, parce que peut-être c'est ceux qui sont le plus susceptibles de passer à des actions violentes en France ou ailleurs, parce qu'ils ont cette violence dans la délinquance, et lorsqu'ils passent dans le djihad, ils la conservent, elle est légitimée religieusement. Mais on a aussi des jeunes qui effectivement viennent
des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures de la société et qui n'avaient aucun lien avec le monde musulman, pour qui tout s'est passé parfois derrière un ordinateur dans leur chambre. Vous le dites, aucun lien avec le monde musulman, cela veut dire qu'il y a de plus en plus de convertis? En fait, tous se considèrent comme convertis parce qu'ils ont un point commun, et ça vaut pour vraiment la totalité des djihadistes, toutes nationalités confondues. C'est pas des gens qui naissent djihadistes, c'est des gens qui le deviennent. Ils ont une vie d'avant. Beaucoup d'entre eux étaient dans la musique. Je connais un Français qui était dans une idéologie gothique avant d'être djihadiste. Certains même étaient bouddhistes, d'autres faisaient la fête et sortaient en discothèque. Et un jour, en fait, ils découvrent cette idéologie qui répond à toutes leurs questions, qui est un kit intellectuel qui donne un schéma de pensée à toutes leurs frustrations, qui sont diverses. Et à ce moment-là, ils basculent, et parfois ça peut se passer très vite. On s'aperçoit également qu'il y a de plus en plus de femmes qui peuvent être motivées par ce basculement. Ça, c'est la nouveauté du cas du djihad en Syrie et en Irak. Avant, les femmes ne partaient pas. Aujourd'hui, on a un djihad familial. On part avec sa femme, avec ses enfants. Il y a des gens qui sont partis en camping-car, par exemple de Strasbourg ou d'autres villes, des camping-cars de location souvent, qui est ensuite revendus sur place. Donc ça, c'est la nouveauté parce que c'est une émigration familiale. Ils partent dans une optique de construction vraiment d'une communauté, d'un État qui va durer. Ils élèvent leurs enfants, les femmes sont là pour élever les enfants dans l'amour du djihad pour en faire de futurs combattants. Donc véritablement, ils sont dans une logique de préparation de la génération d'après. Est-ce que certains ont encore en tête cette image? On l'a vu dans ce documentaire, cette image tutélaire qui a été celle de Ben Laden, qui pourtant représente Al-Qaïda. Est-ce que ce personnage, cette personnalité reste encore aujourd'hui un leader charismatique, une figure totémique? Ben Laden reste effectivement une figure tutélaire. Certains Français de l'EI m'ont dit qu'ils regardaient encore ses vidéos en Syrie pour se donner du courage. L'un d'entre eux m'a même dit « J'aimerais que ce soit mon père ». Donc un Français de l'État islamique. Donc ça reste une figure quasi paternelle pour eux. Deux moyens, deux vecteurs de recrutement. Les mosquées radicales, la radicalisation, voilà effectivement l'un des biais, l'un des moyens de basculer ou pas? La mosquée a été un lieu, par exemple en Tunisie, mais pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, les imams qui étaient des imams qu'on peut considérer comme djihadistes ont quasiment tous, à la fin des années 90, début 2000, été expulsés de France, où on les a retirés de ces Donc mosquées. on est en face d'un fantasme quand aujourd'hui on estime que certains imams salafistes prônent, prêchent ou tentent d'embrigader une partie de cette jeunesse. En fait, on est dans une confusion entre salafistes, qui ne veut pas forcément dire djihadistes, même s'ils partagent un certain tronc commun idéologique avec les djihadistes, ce sont leurs pires ennemis parce qu'ils les considèrent comme des terroristes, parfois même ils les dénoncent à la police. Donc, et sur le sol syrien, ce sont deux courants qui se combattent. Mais c'est vrai que certains considèrent que les salafistes quiétistes sont un marchepied, préparent le terrain vers le djihadisme. En France, vous me parlez des mosquées, qui ne seraient plus, on va dire, le lieu et l'endroit où le recrutement pourrait se faire. Forcément Internet. Internet, et puis ce qui se passe, c'est qu'on a souvent affaire, presque dans tous les cas, à des environnements. Certains partent rejoindre leurs amis de quartier, certains partent rejoindre leurs frères. Moi, j'ai l'exemple d'un jeune qui m'expliquait qu'il était le 21 juin en train de faire la fête de la musique à Paris et que le lendemain, il partait en Syrie rejoindre son frère et qu'il a commencé à faire la prière en Syrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des liens personnels, c'est... Plus que l'islam, plus que la religion? Ils partent. Pourquoi? Pour un idéal de vie différent? Ils partent pour un idéal de vie. C'est une réalité. Ils partent pour construire, pour participer à un moment historique à leurs yeux, qui est celui de la création de ce califat. Ils ont la conviction qu'on est à un moment totalement apocalyptique de l'histoire où seuls seront sauvés ceux qui ont fait le bon choix de rejoindre les djihadistes au moment de l'affrontement final entre le monde musulman et le monde... C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils voient les choses comme ça, mais... Une vision totalement eschatologique. Une partie des gens qui écoutent votre propos ce soir sont en train de se dire, ils sont quoi? Ils sont fous. Ils sont à ce point en marge de la société. Alors ça, ils adhèrent à une secte, ils sont sous emprise. Voilà aussi ce qu'on entend parfois. La lecture des autorités françaises sur cette question a toujours été de dire, souvent, on a affaire à une maladie, à des fous. Le djihadisme, c'est pas une maladie, c'est une idéologie. Les gens partent là-bas dans une démarche tout à fait rationnelle. Ils sont dans une vraie rationalité. Et en France, les gens que moi j'ai vus partir, c'était des gens qui étaient souvent insérés dans la vie active, qui avaient un travail, qui gagnaient parfois bien leur vie. Donc, on a affaire à une idéologie. La violence inouïe, prônée, prêchée,
véhiculées via Internet. Vous avez vu ces dizaines et des dizaines de vidéos extrêmement produites, pas du tout avec des documents amateurs uniquement, on est dans quelque chose de très produit. Comment vous l'expliquez? Parce qu'ils ont compris quoi? Que c'était une nouvelle génération 2.0 du djihadisme qui devait se mettre en place et que ça marchait, que ça fonctionnait? Absolument. Et eux-mêmes incarnent cette génération. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont grandi avec ces technologies, c'est des gens qui étaient en Occident avant, qui ont vu les mêmes films, qui ont les mêmes codes cinématographiques, qui ont été formés parfois dans les écoles françaises et qui importent ce savoir, ces compétences et qui les mettent au profit de l'État islamique avec des appareils photo pour filmer comme il faut, avec des montages parfaits, avec une scénarisation, un storytelling. Donc c'est des vidéos qui parlent aux jeunes beaucoup plus que celles d'Al-Qaïda par exemple. Quand vous parlez avec eux, cette notion de violence, d'ultra-violence, scène de crucifixion, décapitation, exécution, et on l'a vu dans l'application de ces attentats. Rien ne les effraie? Est-ce que cette violence est un but, elle est un passage? Et accessoirement, la mort est également un passage. Comment un jeune qui, comme vous me le disiez tout à l'heure, était à une fête de la musique il y a quelque temps et quelques mois plus tard serait prêt à mourir tout simplement? En fait, pour certains, cette violence n'est rien d'autre que l'application légitime de la charia. Donc pour eux, c'est quelque chose de totalement légitime. Tout comme les opérations terroristes en France, pour eux, c'est l'application de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Quand on leur pose la question, ils répondent « La France frappe chez nous, eux qui sont pourtant français. Donc nous importons la guerre en France en retour. » Les kamikazes ont fait leur apparition pour la première fois en France. Cela vous surprend? Est-ce que c'était sous-jacent? Est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable? On voyait ces attentats souvent et généralement sur les théâtres de guerre. Aujourd'hui, on les voit et on les vit en France. C'est une nouveauté, mais c'est vrai que ça fait partie du quotidien en Syrie et en Irak. Beaucoup de Français sont incorporés dans les unités qui sont dédiées à ce type d'opération, toujours sur la base du volontariat. Il faut bien imaginer qu'il y a des listes de volontaires pour les opérations kamikazes, et un certain nombre de Français font partie de ces listes. Et à un moment donné, on les appelle, on leur dit « voilà, c'est ton tour ». Et en général, c'est reçu comme une bonne nouvelle. Ça peut paraître très étonnant. J'ai pu mener un entretien avec l'un d'entre eux juste avant qu'il réalise cette opération. Je lui ai demandé s'il avait eu peur. Il m'a dit non, c'est une consécration. Voilà comment ces gens-là voient les choses. Et les opérations suicides en Syrie et en Irak, si on prend juste la comptabilité de l'État islamique, sa comptabilité officielle, ce sont les chiffres qu'ils revendiquent. On tourne entre 60 et 100 opérations kamikazes par jour en Syrie et en Irak. Troisième et dernier chapitre ce soir. Revenons sur ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. On évoque depuis 2 semaines une guerre. Mais quelle guerre? Celle qui se joue ici ou là-bas, en Irak, en Syrie. Arrêtons-nous sur ce conflit qui a fait des centaines de milliers de victimes et sur ces acteurs qui se cachent derrière ces États, ces frontières, ces affrontements confessionnels avec en toile de fond plusieurs grandes puissances qui souhaitent maintenir leur zone d'influence. Les ennemis d'hier, devenus alliés de circonstance, vont-ils joindre leurs forces dans un seul et même combat, celui d'abattre le groupe État islamique? Tout cela n'est apparemment pas si simple. Avant de retrouver notre invité, voici d'abord 5 minutes pour comprendre comment et pourquoi Daesh pourrait se retrouver seul contre tous. L'Irak, la Syrie, l'Iran, la Russie, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis et l'Europe, la France en tête, sont tous officiellement engagés dans une lutte contre l'État islamique. En apparence, l'organisation terroriste a réussi un exploit rare dans la région, mais aussi au niveau international, fédérée contre son camp et parfois sous la même bannière, des ennemis irréconciliables. En apparence seulement, car derrière cet objectif commun se cachent 2 blocs d'alliés aux intérêts divergents et parfois contraires. 2 blocs qui s'articulent autour de la fracture de plus en plus sanglante entre populations sunnites et chiites d'Irak et de Syrie. La première coalition anti-Daesh est un bloc d'obédients chiites, composé de l'armée de Bachar el-Assad, des milliers de combattants du Hezbollah venus du Liban et de conseillers militaires iraniens de plus en plus visibles sur le terrain. Son objectif, maintenir à tout prix au pouvoir le régime du président syrien, garant d'un axe qui irait de Téhéran à la banlieue sud de Beyrouth, en passant par Damas. Depuis 4 ans,
ce bloc mène une lutte acharnée contre l'opposition au régime, au prix de combats qui ont déjà fait plus de 250 000 morts et 4 millions de réfugiés. L'arrivée en force de Daesh en Syrie et son avancée fulgurante jusqu'aux portes de Damas a contraint également la Russie, allié historique du régime de Bachar el-Assad et principal fournisseur d'armes du pays, à intervenir. Сегодня в рамках воздушной операции проводится первый массированный авиационный удар по объектам ИГИЛ на территории Сирии. L'objectif de Moscou est clair, maintenir dans sa zone d'influence son seul accès à la mer Méditerranée et empêcher à tout prix l'accession au pouvoir d'un régime qui lui serait défavorable. Des alliés objectifs qui luttent donc ensemble contre Daesh pour parvenir à leur fin, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre coalition engagée sur le terrain des opérations. La deuxième coalition anti-Daesh est un bloc d'obédience sunnite, composé des rebelles de l'armée syrienne libre, de plusieurs groupes radicaux sunnites, comme le Front Al-Nosra, branche locale d'Al-Qaïda, et des combattants du mouvement de guérilla marxiste kurde en Irak et en Syrie. Leur objectif à court terme est le même, renverser le régime de Bachar el-Assad, responsable des pires atrocités commises contre les populations civiles dans les zones passées sous leur contrôle depuis le début de l'insurrection en 2011. Plus tactique qu'idéologique, leur alliance contre Daesh est de même nature que celle engagée contre le président syrien. Des alliances de circonstances qui ne manqueront pas de voler en éclats en cas de victoire contre Daesh. D'autant que cette coalition d'obédience sunnite est activement soutenue financièrement par 3 parrains en concurrence frontale dans la région, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Leur objectif, élargir leur influence respective en s'opposant par tous les moyens aux ambitions de l'Iran, quitte à parfois combattre avec plus de conviction le régime de Bachar el-Assad plutôt que Daesh. Pour finir cette revue des troupes engagées contre l'État islamique, l'Irak, l'autre grand pays chiite de la région, bénéficie de moyens considérables fournis également par Téhéran pour anéantir le groupe État islamique. Bagdad peut enfin compter sur des alliés encore plus puissants, les États-Unis et la France, officiellement engagés, eux, dans la lutte contre l'État islamique pour des raisons de sécurité intérieure. Alors que François Hollande intensifie ses bombardements en Irak et en Syrie, les contours d'un nouvel ordre mondial ne seraient-ils pas en train de se jouer dans la région ? Une guerre est tellement d'acteurs forcés aujourd'hui de s'entendre, mais avec tellement d'ambitions et d'objectifs différents. L'heure du dessous des cartes d'une région qui mérite que l'on s'y attarde. Pour comprendre ce que nous vivons ici, il faut décrypter ce qui se passe au Proche-Orient. Avec nous, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Hubert Védrine, la France n'avait pas le choix finalement. Elle s'est retrouvée leader moral, leader militaire pour cette coalition. Leader, je ne sais pas. En tout cas, on le souhaiterait. En tout cas, le président de la République a tiré les leçons d'une série de positions qui avaient été prises antérieurement par les États-Unis ou par la France et qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et donc, il s'est inscrit dans une logique de grande coalition qui avait été lancée aux Nations Unies fin septembre par Vladimir Poutine. Mais tant que c'était que Poutine, ça n'avait aucune chance d'aboutir, en réalité. À partir du moment où le président français, à cause de la tragédie que nous avons subie, s'inscrit sur ce terrain, la France a des cartes pour essayer, à juste titre, de monter cette grande coalition, mais les obstacles demeurent. Ils sont immenses et on le voit chaque jour. Avec un objectif d'anéantir Daesh, c'est ça l'objectif ? Vu ce que la France a subi, elle dit ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Plus loin, ça veut dire quoi ? Intensifier les frappes, aller au sol avec des troupes spéciales. On a l'impression effectivement que l'idée d'aller au sol terrorise finalement presque tout le monde. Terrorise ou simplement les pays en question n'ont pas les mêmes priorités. Parce que la difficulté dans l'affaire, c'est qu'à peu près chaque pays qui devrait participer à cette immense coalition a d'autres urgences, d'autres priorités que d'anéantir Daesh, même si c'était un objectif souhaitable pour certains d'entre eux. Nos expériences en Libye, en Irak, des Occidentaux, à chaque intervention, finalement, le chaos après. Pas toujours. Finalement, ça nous encourage à y aller encore ? Pas toujours. Comme par exemple la coalition internationale pour libérer le Koweït. Le Koweït, oui. De l'armée irakienne. Il n'y a pas eu de contestation sur ce point. Bon, l'intervention américaine en 2003 en Irak, c'est sans le Conseil de sécurité,
avec un objectif contestable, une argumentation mensongère, et le chaos après. Donc il y a, dans les 25 années qui se sont écoulées depuis la fin de l'Union soviétique, où les Occidentaux ont cru les maîtres du monde, ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, c'est vrai que 2/3 des interventions ont abouti à l'effet contraire. Une citation de l'un de vos prédécesseurs, l'État islamique, c'est l'enfant monstrueux de l'inconstance et de l'arrogance de la politique occidentale. Vous savez qui a prononcé cette phrase? Oh, ça doit être Dominique de Villepin, parce que je connais ses thèses, mais non, c'est pas suffisant de dire ça. Pas suffisant. Oui, parce que ça disculpe l'ensemble du monde islamique d'une sorte de guerre en son sein, interne, qui est aussi l'échec des régimes arabes à avoir créé des sociétés modernes. Il y a une dimension presque théologique au sein de l'islam, ça dure depuis 100 ans, 150 ans. Donc c'est pas que les Occidentaux, même si les Occidentaux, par des erreurs énormes, ont pu alimenter ça. Ça serait trop simple, presque prétentieux. Disons, tout se ramène à nous, en fait. Alors, c'est malheureusement plus compliqué. On va revenir justement, vous le disiez, sur ces divergences au sein de cette coalition potentielle. Premier coup de projecteur dans la région, d'abord avec la Turquie, 78 millions d'habitants et son président Recep Erdogan, 85% de la population est sunnite. Pourquoi la Turquie n'attaque pas frontalement Daesh ? Parce que ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est quoi? C'est un régime islamique, au début modéré, qui est de moins en moins. Et la priorité absolue de la Turquie, c'est d'empêcher que l'autonomie kurde ne se développe. Ce Kurdistan qui pourrait se créer... Il y a déjà le Kurdistan irakien. Qui est d'ailleurs fort bien géré. Donc pour les Turcs, c'est le cauchemar absolu. Si on en revient à ce qui avait été envisagé après la Première Guerre mondiale, c'est un Kurdistan, parce que ça prend quasiment un tiers du territoire turc. Et donc pour la Turquie, c'est une obsession. Et jusqu'ici, ils n'ont jamais combattu sérieusement contre Daesh. Ils ont même laissé les trafics pétroliers et autres de Daesh prospérer. Ça continue. Donc il y a un problème. Ils disent que ça ne continue pas, je n'en sais rien. Il y a encore quelques semaines, la ville de Gaziantep, qui est une ville, était finalement une sorte de succursale du djihadisme français qui passait par là avant d'aller en Syrie. Donc c'est évident qu'il y a au minimum une ambiguïté turque. Autre pays clé de la région, l'Arabie Saoudite, monarchie absolue islamiste, le plus grand pays du Moyen-Orient, abrite deux des principaux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, 30 millions d'habitants, majoritairement sunnites. Ici, quel est l'ennemi de l'Arabie Saoudite? Daesh ou l'Iran? Je ne dirais pas. Alors, ils sont absolument obsédés par le retour de l'Iran. Oui. Ils prétendaient avoir peur de la bombe iranienne, ils ont peur de l'Iran, en réalité du retour de l'Iran. Et donc, les Saoudiens et les autres Émirats sont obsédés par cette question. Pourtant, s'il doit y avoir une coalition, si on veut un accord politique sur l'avenir de l'Irak, on ne l'aura pas sans l'Iran. Donc là aussi, il y a une autre contradiction à gérer entre les deux. Mais on ne peut pas dire double jeu à propos de l'Arabie, parce que c'est plutôt des apprentis sorciers qu'autre chose en véhiculant le wahhabisme depuis des décennies, dans un monde arabe, africain, européen qui a été poreux par rapport à ça. Et en finançant les mouvements djihadistes salafistes ou pas? Non, pas directement. Je ne pense pas que le gouvernement saoudien l'ait jamais fait directement. Peut-être les services secrets sont pris les pieds dans leur propre tapis à un moment donné, mais ce n'est pas l'Arabie qui a fait ça. En revanche, ils ont véhiculé partout. À un moment donné, tout cet argent pour le wahhabisme, pour les mosquées, pour les bouquins, pour les cassettes, etc., ça se transforme wahhabisme, salafisme, djihad, ça. Et à un moment donné, les Saoudiens se sont rendus compte qu'ils avaient créé un monstre, un Frankenstein. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent entrer dans le jeu parce qu'ils ont quand même un intérêt à juguler ce monstre qui a été créé malgré eux. Mais vous voyez, c'est plutôt de l'inconscience, de l'irresponsabilité que du double jeu actuel. Autre pays, l'Iran, on vient d'en parler un instant. La République islamique d'Iran, qui est née, on s'en souvient, 1979, de retour sur la scène internationale. Un guide suprême, Ali Khamenei, un président Hassan Rouhani, 80 millions d'habitants, et ici l'islam chiite et la religion officielle. Qu'est-ce qui fait que l'Iran est devenu finalement à ce point incontournable aujourd'hui? Pas incontournable, il y a des tas de choses qu'on peut faire sans eux, et les Asiatiques, par exemple, ne se posent pas ces questions, donc c'est une partie du monde. Donc incontournable dans la région. Dans l'affaire de Daesh qui nous occupe, on va voir où en est l'Iran, justement, dans cette politique. Est-ce que c'est toujours une puissance révolutionnaire dans la région ou est-ce qu'elle est prête à coopérer pour l'avenir de la région? On va le voir. On ne le sait pas encore. On va voir. Ils sont au pied du mur, eux aussi. Vous nous dites ce soir qu'on peut faire confiance à l'Iran. Tout dépendra de réactions en interne. J'ai pas employé ce mot. Hein. Non, mais je vous pose la question. Oui. Non, il faut essayer. On ne peut pas se demander sans arrêt quelles sont les arrière-pensées. Il y a des réalités. Le monde occidental redécouvre la réalité du monde qui est qu'on ne contrôle pas tout. Qu'il y a tous les autres. Il faut faire avec. Deux grandes puissances, deux blocs. Le monde est devenu bipolaire. La place des États-Unis est importante. Elle est au cœur de ce combat aujourd'hui. Assez, suffisamment. On est loin du post-11 septembre dans ce conflit-là contre Daesh. Oui, pour quelle raison? Il faut se rappeler que le président Obama, il a été élu pour extirper les États-Unis des impasses dans lesquelles le président Bush les avait mis après le 11 septembre. Et il s'est dit, moi, je m'extirpe du Moyen-Orient. Peut-être trop.
Peut-être qu'il y a une sous-estimation actuelle de la part d'Obama, même s'il a globalement raison, de l'enjeu de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il est loin, il est aux États-Unis. La pression terroriste n'est pas la même, la pression migratoire n'est pas la même, la proximité n'est pas la même. Et donc, il me semble qu'Obama est quand même un peu en arrière de la main. Et que deuxièmement, sur la Russie, là-dessus, il n'est pas tellement prémonitoire, il n'a pas une vue stratégique à long terme, et en quelque sorte, il fait la gueule depuis que c'est Poutine qui a été réélu, alors qu'il avait tout misé sur Medvedev. Autre position, celle justement de Vladimir Poutine, qui s'est réinvité au cœur de la scène internationale, qui lui s'engage fortement, dans un premier temps plutôt contre l'opposition de Bachar el-Assad, parce qu'elle est, la Russie, un soutien historique de la Syrie de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, elle semble s'engager plus directement contre Daesh, depuis l'attentat de Sharm el-Sheikh, où on se trompe. Non, vous ne vous trompez pas, elle s'engage plus, mais elle n'a pas bougé sur le point clé, elle va défendre le régime. Alors, est-ce que c'est lié à la personne de Bachar el-Assad? Je ne le pense pas. Mais la Russie ne lâchera Bachar el-Assad, ce qui est à mon avis pas impensable. Dans un deuxième temps. Que le jour où, grâce aux négociations et à la dynamique de l'accord sur le terrain, ils ont obtenu des garanties pour eux. La France, donc là aussi, il faut être en dynamique. Doit-elle plus compter sur Vladimir Poutine ou sur Barack Obama aujourd'hui? Elle a besoin des deux. Elle a besoin des deux. Mais elle s'est rapprochée d'une position russe sur le sort de Bachar el-Assad. C'est tactique tout ça. À un moment donné, on accepte que la Syrie... C'est du néo-réalisme diplomatique? Ça serait bien, oui. Ça serait pas mal. Ça serait bien. Par opposition à l'irréalisme, ça marchait peut-être mieux. Mais il ne faut pas s'allier avec l'un l'autre, il faut les rassembler dans l'idée de la coalition. Il ne faut pas donner aux Russes tout ce qu'ils demandent. Mais à partir du moment où on traite la Russie comme un partenaire possible, et pas comme un paillasson, comme l'ont fait les Occidentaux pendant 20 ou 30 ans, les choses redeviennent possibles, même si elles sont très très compliquées. Mais là, c'est plutôt, je le répète, Obama qu'il faut faire bouger, parce qu'il est beaucoup trop loin d'une coordination par rapport à Poutine, parce qu'il y a tout un arriéré par rapport à ça. Mais la France a une marge que les gens sous-estiment peut-être. Le sort de Bachar el-Assad, il est en sursis finalement. Vous m'expliquez que sa barbarie, ses 300 000 victimes, aujourd'hui on attend, mais que son sort est malgré tout déjà scellé, selon vous? Je crois que les Russes, les Iraniens aussi d'ailleurs, n'ont pas de raison. À un moment donné, ils n'ont pas raison de s'obstiner sur sa personne, en fait. Ils le font d'autant plus que les Occidentaux ont dit depuis des années, il doit partir. Donc les autres ont dit non, il ne partira pas. Mais je pense qu'on peut imaginer un moment où la question de la personne d'Assad ne sera plus centrale, y compris pour les autres. Ça dépend si la coalition se noue, vous voyez. On est en face d'une guerre de 30 ans. Est-ce que vous voyez ça sur combien de... Oui, longue. Ça dépend. La victoire des musulmans normaux, modernes, qui font l'immense majorité sur 1 ou 2% de fous furieux, c'est dans la durée. Ils y arriveront un jour. C'est très long. Le fait de juguler le terrorisme, c'est assez long aussi. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais au bout du compte, ce sont les pays de la région qui devront prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Voilà pour cette émission sur ces 40 ans d'histoire qui nous permettent d'éclairer l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Une menace intérieure qui nous a plongé dans des heures d'une rare violence ici en France et un conflit international certes lointain, inquiétant également, mais tout cela, vous l'avez compris, est intimement lié et méritait bien 2 heures de décryptage. Insuffisant peut-être, mais nécessaire en tout cas. Ainsi va l'actualité, ainsi va le monde. Merci à vous. Fin de ce premier rendez-vous d'un jour dans l'histoire. Merci à toutes les équipes, à leur réactivité, à Marc Berdugo et à Frédéric Martin. À très bientôt. Tout de suite, ne manquez pas Infrarouge avec ce soir 2 documents. Les premiers temps de Daesh suivis de Syrie, enfants en guerre. La soirée continue sur France 2. Au revoir.